Alors, bonjour Pierre. Merci, d'avoir accepté l'interview. Ça me fait plaisir d'avoir l'occasion d'échanger avec toi. Bah, merci à toi pour l'invitation. On va commencer par, justement la présentation pour savoir un peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu peux, me présenter un peu, tes activités, ce sur quoi tu travailles? Yes, et ben, écoute, moi je suis, développeur maintenant depuis, j'ai commencé professionnellement en 2010, mes premières missions en 2010 en auto-entrepreneur pendant que j'étais en études et depuis 2016, j'ai une entreprise, une «vraie entreprise» entre guillemets, enfin c'est pas que l'auto-entreprise soit une fausse entreprise, mais à l'époque, le plafond était trop bas donc du coup, voilà c'est donc là, j'ai une vraie entreprise depuis 2016 et puis, je suis en même temps coach et formateur, sur tout ce qui est, software craftsmanship, bonne pratique de développement, enfin tout ce qui en gros a trait à comment, développer de meilleurs logiciels plus rapidement, plus sereinement aussi pour pas être en flip, dès qu'on fait une mise, en production, voilà en gros, pour faire simple et rapide. Super. Nous, pour t'expliquer et puis pour expliquer aussi aux auditeurs, vu que tu vas être parmi les tout premiers épisodes, le concept de l'émission va tourner surtout autour de 3 sujets différents. Le code, donc les bonnes pratiques de code, le marché de la tech, les langages, tout ça. Le deuxième volet, ça va être l'aspect formation au sens large, donc les formations en présentiel, les plateformes de formation, le coaching, la pédagogie en général. Et le dernier bloc, c'est l'entrepreneuriat. Entrepreneuriat, là aussi au sens large, que ce soit le freelancing, les startups, monter son propre SaaS. Voilà, il y a différentes formes, mais on va tourner autour de ces 3 sujets. Et c'est cool parce que tu fais les 3, donc ça tombe bien. Là, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va essayer un peu plus se connaître, vu qu'on est sur des entrevues au temps long. La première question que je vais te poser, que je vais poser à la plupart des invités, ça serait de savoir quel est ton premier contact avec l'univers informatique, l'univers digital. Est-ce que c'était un jeu vidéo, un logiciel? Qu'est-ce qui t'a fait naître cette passion? Je pense que c'est, mon père bossait sur l'ordi souvent. Il était un peu touche à tout, dans sa boîte et il développait notamment, le site de sa boîte avec Dreamweaver à l'époque. Et donc c'est là que j'ai commencé un peu à regarder tout ça et je devais avoir quoi? Je sais pas, je devais avoir 8 9 ans à l'époque peut-être. Hem C'était vraiment le fin des années 90, début années 2000 et donc c'est comme ça que j'ai découvert un peu ça. Je me rappelle aussi il avait la boîte mail, AOL, Mmh. à l'époque et en fait, quand il recevait un nouveau courrier, il y avait une petite notification vocale, «Vous avez du courrier», je sais pas quoi et moi je disais à mon père: «Mais comment on peut savoir qu'on a du courrier dans la boîte aux lettres?» J'avais pas compris que c'était un email. Donc ouais, c'est comme ça que j'ai été en 1er en fait, mis, face à l'informatique un peu D'accord, et ouais, après, très vite ça s'est développé comme ça. Après j'ai commencé à un peu comme beaucoup de gens de ma génération à apprendre avec le site du zéro. c'était la question suivante, Ouais, c'était ça, c'était donc là, OK, c'est ton premier contact avec le mmh. digital et après comment tu as commencé à coder? Pourquoi déjà? Comment t'es venue cette envie et comment tu as fait? Bah, en fait, ouais, du coup, quand j'ai vu mon père faire, j'ai trouvé ça, assez stylé. J'avais envie de m'amuser un peu aussi moi-même. Donc j'ai commencé à apprendre avec des tutos quoi, sur internet et donc notamment le site du zéro. D'abord le tutoriel, HTML, CSS, voilà pour faire des petits trucs, un peu, voilà, un peu sympa mais qui étaient vite limités et rapidement après j'ai fait le tuto sur, PHP, MySQL. Je me rappelle que pendant les vacances d'hiver, j'étais chez ma grand-mère, elle avait un ordi et du coup j'avais créé mon 1er, site un peu de blog, de trucs comme ça et j'étais trop content. Alors à l'époque, on parlait pas de enfin, je l'avais jamais mis en production et tout, je savais même pas comment on faisait à Mmh. l'époque. Ça tournait juste sur mon ordi, j'étais content avec LAMP, et voilà, j'étais content. Je pense Enfin, qu'il y a c'était beaucoup LAMP plutôt, mais il y a ou beaucoup de LAMP. devs, qui sont comme parce que moi aussi j'ai découvert par le site du zéro la programmation, HTML, CSS et
et du C, mais au niveau ultra Ouais, basique, hein, ultra, ultra basique. Je pense qu'on est nombreux à avoir fait ouais, ça. complètement. Ouais. Et quand tu as découvert le site du zéro, tu avais quel âge à peu près? Je devais avoir une dizaine d'années, je pense. Ouais, donc c'était tôt. Ok, donc tu as Ouais. commencé comme ça à bidouiller dès tes 10 ans. Ok. Ouais, à peu près, ouais, 10-11 ans, je pense, dans ces eaux-là. Et après, quel a été le moment où tu t'es dit j'aimerais en faire mon métier professionnellement, quoi? Bah, c'est venu, bah, en fait, je me rappelle que quand j'étais gamin, hem, je disais à mes parents que je voulais travailler dans les ordinateurs, sans savoir trop ce que ça voulait dire. Et eux, ils me disaient: «Non, c'est bouché et tout», parce qu'à l'époque, c'était un peu, voilà, eux, ils pensaient plutôt aux jeux vidéo. Moi, j'avais pas spécialement envie de bosser en jeux vidéo, mais donc ça s'est fait naturellement comme ça. J'ai toujours eu envie finalement de ça. Ça a toujours été une passion et j'ai toujours, eu cette envie et donc c'est naturellement qu'après je me suis dirigé vers des études là-dedans et puis du coup, le travail, enfin voilà quoi. Ça s'est fait complètement Et, naturellement comme ça. et justement, donc tu dis que ça s'est fait naturellement, que ça, tu as eu cette, ouais, cette fluidité-là dans ton parcours. Mais à partir du moment où tu as su que tu voulais bosser dans l'informatique, tu as fait quelles études ou comment tu t'es formé pour En passer fait, le cap? à l'époque, j'avais 2 passions. C'était, donc tout ce qui est donc, développement, parce qu'après le reste en informatique, tout ce qui est plus bas niveau, genre réseau, tout ça, ça m'a toujours gonflé, j'ai jamais aimé. Tout ce qui est matériel, j'ai jamais aimé non plus. Je m'en fous complètement de savoir comment, construire un ordi ou quoi, ça m'intéresse absolument pas. Hem, donc j'ai pas du tout cette vision très, geek ou nerd de l'informatique, genre, voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est vraiment le côté, créatif de déployer, enfin de 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 créer quelque chose, ainsi et tout. Après il y a aussi évidemment une, on dit une vision créative, quand on veut créer son propre ordi, sur ses trucs, machin, enfin, il y a évidemment la créativité, bien sûr, hein. Moi, c'était pas ce qui m'intéressait. Donc il y avait cette partie donc développement parce qu'à l'époque, je faisais des jeux sur ma calculette aussi au lycée, tout ça, donc je programmais tout le temps sur ma calculette dans tous les cours, j'étais avec ma calculette, je programmais dessus, et je Et savais pas qu'on pouvait programmer sur ordinateur à la base et ensuite mettre les trucs sur la calculette, et du coup, moi, je programmais sur ma calculette directement, donc je connaissais toutes les touches par cœur. J'étais comme ça dans tous les cours comme ça, à créer mes jeux sur ma calculette, le gros geek. et tu programmais comment? Enfin, en quel langage sur la calculette? J'étais sur une Casio Graph 35+, donc c'était du basique, basique Casio. Donc ouais, et donc voilà, donc là, c'était vraiment mes premières émotions «fortes» entre guillemets de code, ça peut paraître difficilement compréhensible pour quelqu'un qui sait pas ce que ça fait, mais en gros, c'était vraiment mes 1res vraies émotions fortes de créer un truc, de le voir évoluer, de voir les gens l'utiliser et tout, c'était vraiment trop cool. Et donc voilà et donc j'avais ça comme passion et je faisais aussi pas mal de montage vidéo. Je faisais des clips, des AMV, donc animés musique vidéo, où en gros, je prenais des 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 images d'animés japonais, je mettais de la musique dessus, je faisais des clips comme ça, et j'étais dans un forum avec une team, à l'époque et tout, voilà. J'ai participé à la Japan Expo, j'avais gagné le prix du public en 2008, je crois, de la Japan Expo. Hem, donc en fait, j'ai passé mon bac en 2009 et après, il y avait un DUT qui, à l'époque, s'appelait le DUT Services et réseaux de communication. Aujourd'hui, ça s'appelle MMI et je crois qu'aujourd'hui, c'est en 3 ans, c'est une sorte de bachelor, licence, un truc, bref. Mais du coup, ça avant, ça s'appelait donc, services et réseaux de communication et MMI, c'est pour métier du multimédia et de l'internet, ce qui est quand même un plus parlant comme, truc et donc c'était en fait un DUT donc en 2 ans, heu, qui avait une grosse composante, informatique et une grosse composante, vidéo. Donc du coup, c'était parfait, quoi. Ça faisait les 2. Et mais bon, en fait, j'étais largement plus intéressé quand même par tout ce qui était, informatique, et ça m'a permis, en fait, il y a je ciblais une école d'ingé, qui était la seule école, publique, dont le diplôme était reconnu d'État à l'époque en France, qui s'appelle l'IMAC, IMAC. Et qui c'est donc pour ingénieur multimédia, audiovisuel et communication, je crois que ça veut dire. Et qui formait des ingénieurs créatifs, en fait. C'est-à-dire qu'on était formés à tout ce qui est, justement, développement, jeux vidéo, ce genre de choses, mais aussi communication, images, médias, enfin bref, plein de trucs et il y avait une grosse composante artistique et créative dans l'ingénierie. Donc c'est l'école que j'avais ciblée et j'avais vu que pour avoir des chances d'être pris, d'être sélectionné, il valait mieux faire tel DUT dans telle ville, voilà, donc c'est ce que j'ai fait. Il fallait arriver dans les 3 ou 4 premiers de la promo, donc j'étais arrivé 3 ou 4e, je crois, sur une vingtaine, 25 personnes qui restaient au final dans la 2e année de DUT
et j'ai enchaîné sur mon école d'ingé comme ça en 3 ans après et voilà. OK. Diplômé ingé en 2014 du coup. OK, super. Donc tu as eu en gros pendant ton adolescence, tu étais un peu autodidacte et puis après tu as Ouais, fait école complètement, ouais. d'ingé. Vu que tu as fait les 2, Mmh. et que tu as eu les 2 aspects, selon toi, en termes d'apprentissage, qu'est-ce qu'on obtient le plus en étant autodidacte et le plus de l'école d'ingé? Il y a toujours un peu ce débat, pratique vs théorie. Qu'est-ce que tu retiens de ces 2 formes d'apprentissage au final? Autodidacte, inculque la curiosité et l'école, ça t'explique comment apprendre en fait. Mmh. Ça te cadre pour, apprendre ensuite à apprendre de toi-même, certaines choses et tout, tout ce que je sais aujourd'hui, je l'ai franchement, je l'ai pas appris à l'école. Je l'ai, parce que je le connaissais déjà avec le DUT, puis c'est ce que j'avais appris, moi-même. Donc je savais déjà à peu près, tous les trucs, mais ça m'a permis surtout d'apprendre à apprendre, d'être, d'avoir une approche plus rigoureuse, plus, c'est surtout ça en fait qui moi m'a beaucoup apporté dans l'école d'ingé. OK, top. Donc là, on a fait un peu ton parcours, donc comment est née ta passion, tu es rentré en école d'ingé et là, quand tu sors de l'école d'ingénieur, Ouais. heu, quel poste tu vises? Lequel tu obtiens? Et comment ça se passe le processus de recherche d'emploi, est-ce que c'est facile à ce moment-là? Est-ce que c'est plutôt bouché? Explique-nous un peu tout ça. Alors déjà, j'ai jamais eu un seul CDI dans ma vie. J'ai jamais OK. été salarié. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, pendant mes études, dans l'IMAC là, entre 2011 et 2000, enfin ouais, entre 2012 et 2014, 2011-2014, pendant que je suis dans l'école, l'IMAC, j'ai un projet de start-up à l'époque, dans le milieu de la musique, et des concerts sur Paris. Et heu et donc je me renseigne à fond sur tout ce qui est méthodologie Lean Startup, tout ça. Enfin, je lis plein de bouquins, je lis plein de choses et après je suis surtout intéressé aussi par l'aspect technique du projet. Ce qui fait que je délaisse un peu le côté, Lean Startup et je m'en sers comme d'un bac à sable technique pour apprendre plein de trucs. Donc évidemment, le projet marche pas. On arrive quand même à faire un peu illusion, en faisant des pitchs, qui fonctionnent bien parce que comme j'ai lu plein de bouquins, plein de trucs, je sais comment faire un bon pitch, comment présenter les trucs, machin. Donc j'ai remporté un concours qui m'a valu, je sais plus, un petit, 500 € je crois. Puis on a décroché la bourse, French Tech. Puis on a été mis dans un incubateur de mon école à Champs-sur-Marne. Heu, voilà, mais au final, on n'avançait pas assez vite parce que, moi j'étais trop bloqué dans la technique et trop dans l'aspect scolaire de Lean Startup, à vouloir faire vraiment tout étape par étape comme écrit dans les bouquins et cetera. Donc en fait, il faut juste aller vite et tester rapidement les choses, et voilà. Donc à l'époque, ouais, je m'en servais surtout comme d'un projet bac à sable pour apprendre des choses et en parallèle, j'avais des petites missions, à droite à gauche, en auto-entrepreneur. Ce qui faisait que de 2010 à 2016, donc 2010 quand j'ai commencé en tant qu'auto-entrepreneur, donc j'étais en DUT, à ce moment-là. C'était après mon bac, donc je devais avoir, je sais pas, ouais, 19 ans par là et hem et jusqu'à 2016, grosso modo, par mois, je devais osciller entre 300 et 1 000 € maximum, quoi. C'était, à l'époque, j'habitais avec ma copine de l'époque et c'est elle qui prenait en charge beaucoup de frais sur l'appartement, tout ça, machin et j'avais pas une thune, quoi et c'est pour ça qu'après, en 2016, c'est là où elle m'a dit: «Bon allez, à la rentrée, 2016, faut faire quelque chose, tu trouves un vrai taf, hein, tu fais quelque chose, quoi». Et donc effectivement, j'ai fait OK et j'ai arrêté, à ce moment-là, le projet de start-up. Je suis passé, sur une vraie boîte à l'époque, une SASU et je me suis dit, «Il faut que je trouve un truc pour mettre un coup de pied au cul». Donc à l'époque, opté pour une solution qui s'appelait Top Five, qui était une agence enfin des agents de développeurs. En gros, Mmh. ils prenaient 20 sur mon chiffre d'affaires tous les mois, donc ce qui était beaucoup. J'en avais conscience que c'était beaucoup, mais en contrepartie, ils s'occupaient de tout, c'est-à-dire, niveau comptabilité, niveau création de l'entreprise, aide pour créer l'entreprise, des statuts. En fait, un peu comme Highway aujourd'hui, mais à l'époque et surtout, ça m'a permis de rentrer direct dans un grand groupe, parce que j'ai pu, choper une mission directement au Figaro, grâce à eux et après ça m'a ouvert d'autres portes et tout, voilà. Donc j'avais conscience à l'époque que, je laissais beaucoup d'argent sur la table, mais que ce serait un investissement pour après. Oui, c'était, la le premier pour avoir le premier gros client qui permet ensuite d'avoir les autres.
Donc, du coup, tu crées ta startup, tu l'arrêtes parce que finalement, il n'y a pas le product market fit, il n'y a pas assez de revenus, c'est ça? Bah, il y a 0 revenu parce qu'en fait, il y a pas de Zéro. il y a tout simplement pas d'utilisateurs, il y a rien parce on Ok, le market pas et tout donc ok, c'est ouais, voilà, c'est vraiment une expérimentation tech. ouais. Enfin, tu voulais autre chose, mais tu te concentres au final surtout sur la tech. Si tu retiens. Puis non, mais après on a quand même essayé de faire, pas mal d'interviews avec des gens, des trucs, puis en fait, on Ouais, s'est très vite rendu compte que dans le milieu de la musique, personne n'a de thunes, personne veut lâcher de et la ouais. thune, donc du coup, c'est trop compliqué. Et par contre, tes premières missions, donc en parallèle de ça, pour vivre, tu es auto-entrepreneur à l'époque, on parlait de ta startup. Tes premières missions, c'est quoi? C'est du WordPress, des sites vitrines, Alors ouais, j'ai fait quelques premières missions ou des petites missions vite fait de site vitrine, genre avec, enfin que je faisais complètement de A à Z quoi, truc pour un coiffeur, un truc pour une association, des commerçants de Montgeron à l'époque, dans le 91. Voilà et puis, heu, ou je sais même plus si c'était sur WordPress ça, je sais plus, mais bon, je réinventais beaucoup la roue en fait. J'utilisais pas trop d'outils, qui existaient déjà pour le faire. J'aurais pu gagner beaucoup de temps si je l'avais fait, heu et voilà. Et après, j'ai eu une petite mission sur PrestaShop aussi, que j'avais jamais utilisé. Donc du coup, c'était un enfer. Le code que j'avais fait était dégueulasse, c'était impossible. C'était, ni fait ni à faire, dixit le mec qui m'avait embauché pour cette mission. Heu, donc voilà et puis après, j'ai été à partir de 2013, je crois, que j'ai bossé avec, une boîte qui existe encore, hein, qui a été, mais qui a été un peu qui a été un peu modifiée maintenant, mais qui à l'époque s'appelait Homebox, je crois et c'était un truc de bons, enfin, tu pouvais acheter des bons pour des réservations un peu insolites, des trucs comme ça, enfin, ou c'était mon hébergement insolite, ça s'appelait, je crois. Enfin, je sais plus trop comment ça s'appelait, mais voilà, donc il y avait ça et où du coup là, je bossais en pour la première fois en JavaScript, heu, parce qu'à la base, j'étais plutôt dev, back-end Python. Et d'ailleurs, j'avais fait une mission Python avant qui s'était relativement bien passée, heu et pour Django. Et donc ensuite j'ai eu cette mission, pareil à temps partiel, comme ça de temps en temps, je bossais 1 heure par-ci, 1 heure par-là, voilà, c'était sur du React, au tout début de React quoi, 2013-2014, je sais plus exactement quand est-ce que est sorti React, mais c'était vraiment les toutes premières versions et ça m'a un peu réconcilié avec le front à l'époque, parce que je me disais: «Putain enfin on peut écrire du front de façon, propre». Et encore, hein, c'était le React d'il y a quasiment 10 ans, donc ça a beaucoup changé depuis. Mais voilà, j'ai et c'est là où je suis passé vraiment de utilisateur de JavaScript à développeur JavaScript C'est ce que et j'allais te demander, parce qu'en gros, donc, pendant plusieurs années, donc tu fais des petites missions, ouais, des sites, voilà, tu te formes, tu fais de l'expérience et très souvent dans les parcours des développeurs, enfin, que j'ai rencontrés en tout cas, il y a ce moment justement de basculement quand on fait des petites missions pas super bien payées, parce qu'on est encore un peu junior et puis on a notre premier gros client et là, ça change un peu le TJM et puis aussi la difficulté du projet. Qu'est-ce qui t'a permis selon toi de passer par exemple, du projet où tu disais PrestaShop, où c'était un peu compliqué, ça s'est pas très bien passé, à un gros compte comme Le Figaro? Est-ce que c'est un projet perso que tu aurais fait ou un projet client, une rencontre avec un dev, une formation? C'est quoi le déclic qui te permet de c'est step up? c'est tous les, tous les, comment ça s'appelle? Hem, ouais, tous les projets, les curiosités un peu que j'avais et surtout la passion que je dégageais. Parce que je me rappelle que quand j'ai eu l'entretien donc au Figaro avec, René qui était le directeur technique à l'époque, je crois qu'il l'est toujours encore, aujourd'hui, hem, on a passé 2 heures ensemble où je lui ai juste parlé de, je sais plus quel projet j'avais fait à l'époque, un truc comme ça et je lui expliquais comment, enfin toute l'architecture logicielle, tout ça machin, comment ça s'engroupait et tout. On a discuté vraiment de passionné à passionné pendant 2 heures. J'ai sûrement dû un peu le saouler dans le lot, mais le résultat, c'est qu'après, bah, voilà, j'ai été accepté, j'ai été pris pour la mission et ça s'est joué sur ça, quoi, sur la passion, sur l'envie, il a senti que j'étais quelqu'un de sûrement de passionné, de probablement compétent ou en tout cas qui pouvait monter en compétence facilement, voilà. C'est ça qui a fait la Mmh, différence. Et OK, donc, à l'époque, j'ai commencé à je sais plus combien c'était, je devais être à je sais plus 420 € je crois en TJM, OK. dont, 20 qui étaient retirés de mon TJM, donc Ouais, par tes agents, ouais. ouais. Et du coup, ça, c'était la première vraie grosse mission, parce que Figaro doit avoir pas mal de contraintes, bah, techniques, organisationnelles. Généralement,
Tu vas me dire si c'est La le cas chance, pour toi, mais quand on rencontre la première grosse mission, on a un petit moment où il y a une montée en compétences qui prend pas mal d'énergie. Toi, comment tu l'as vécu? Est-ce que finalement c'était plutôt fluide ou est-ce que tu as dû quand même pendant un mois ou deux un bah, peu j'ai eu beaucoup rusher? j'ai eu beaucoup de chance parce que, il se trouve que pile poil à cette époque-là, il y avait une latence un peu entre plusieurs projets et tout et donc j'ai littéralement eu 2 voire 3 mois où j'étais payé à simplement pour me former. Ok, ouais, c'est cool ça. Tu as Donc eu de la chance. là, c'était, et comme en plus c'était le moment où je commençais à découvrir tout ce qui avait trait justement au DDD, au TDD, tout ça que je connaissais pas du tout, tu vois? Je me rappelle en 2014-2015, pour un test unitaire, j'avais du mal à comprendre l'intérêt, enfin, je comprenais, mais j'avais du mal un peu à comprendre l'intérêt, tu vois? Et quand j'ai commencé à découvrir ça en 2016, fin 2016, début 2017, et ben, tout de suite, bah, là, j'ai mis le nez dans un truc et je l'ai plus jamais lâché depuis et c'est devenu, voilà, et donc j'ai eu la chance de pouvoir me former, pendant 2-3 mois comme ça, aux frais du Figaro à l'époque, et la double chance d'après d'avoir un projet, qu'on devait faire où j'ai pu appliquer directement ces trucs-là tout en continuant de me former, voilà, heu et donc c'était top, pour ça et c'est pour ça que j'y suis resté 3 ans aussi au Figaro parce que, je voyais que je pouvais apprendre plein de choses, Hmm. là-bas. Soit parce que j'avais du temps, qui m'était alloué pour justement me former, pour pouvoir ensuite utiliser ces compétences-là pour développer des trucs pour le Figaro et aussi parce qu'il y avait plein de sujets un peu, transversaux qui étaient vachement intéressants, heu, voilà et je suis parti quand j'ai vu que, j'apprenais plus rien, enfin que j'étais arrivé à un stade où, j'avais besoin de voir autre chose pour apprendre, de nouvelles choses, quoi. Ouais, tu es arrivé à un Mmh. plafond de verre en termes Ouais. d'apprentissage. Et du coup, c'est au début de ta mission au Figaro que tu commences à vraiment vouloir creuser le sujet du clean code, Ouais, à fond, TDD. ouais. Ouais, Ok. j'en faisais même des insomnies parce que à l'époque, je faisais donc du JavaScript, pas de TypeScript encore, donc pas de type, pas de choses comme ça et cetera et tous les exemples que je voyais et tout, c'était, sur des langages fortement typés, Java et tout et donc il fallait que j'arrive à trouver comment adapter ça en JavaScript, les notions, tu vois, d'inversion de dépendance, d'interface et tout et j'ai mis un temps fou avant d'arriver à comprendre, comment assembler les trucs et je n'arrivais pas à relier les bouts entre eux et des fois, j'avais l'impression que je les reliais et je découpais une autre notion qui du coup faisait tout péter, du coup plus rien n'avait de sens. Fallait que je re j'ai mis, des mois et des mois, dans ma tête à arriver à assembler un truc qui est un peu cohérent pour comprendre, comment tout ça s'articule, voilà et maintenant avec le recul, je me rends compte que je voyais tout ça beaucoup plus compliqué que ça ne l'était vraiment, mais parce que justement comme je connaissais pas, j'étais en plein dedans, j'avais pas le recul, c'était plus compliqué, quoi. Bah, justement, on va en faire un peu de façon chronologique. Donc du coup, là, tu découvres, le craftsmanship. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, pour notamment les auditeurs, en quelques mots, c'est quoi le concept de craftsmanship et c'est quoi qui est lié à tout ça? Parce qu'il y a beaucoup d'acronymes qu'on entend, TDD, clean code, architecture hexagonale, tout ça, tout ça. Est-ce que tu pourrais nous briefer sur ça déjà? En fait, tout ça, ça se résume à une phrase, c'est comment obtenir un feedback le plus rapide possible et le plus pérenne dans le temps sur ce que tu es en train de faire pour ton client. Donc, quand je dis client, là, c'est l'utilisateur du logiciel, ça se résume à ça, en fait, le software craftsmanship. Enfin, pas le software craftsmanship, mais en tout cas, la finalité. Et après, derrière ça, il y a des outils, il y a des façons de penser. Par exemple, enfin, d'abord, les outils, bah, ça va justement tout ce qui va permettre de réduire au maximum ce cycle de feedback pour avoir un feedback rapide et de qualité. Donc, qui dit un feedback de qualité, ça veut dire que ce soit un feedback qui ne te fasse pas des faux positifs ou des faux négatifs, qui soit déterministe, c'est-à-dire qui est toujours la même chose. Donc, de là vont découler des pratiques pour justement tester de façon automatisée ton code et puis manuellement. De là vont découler d'autres pratiques pour tester facilement ton code euh, de façon pérenne, bah, des techniques comme l'inversion de dépendance, des choses comme ça pour arriver à rendre ton code plus testable et modulable. Et pareil, après, de là vont naître des techniques aussi de refactoring, de trucs comme ça, pour avoir un code qui soit plus facilement appréhendable par un humain, puisqu'on code pour un humain finalement, hein. Comme dit Martin Fowler, n'importe quel abruti peut écrire du code que va comprendre un ordinateur, mais le plus difficile, c'est d'écrire du code que va comprendre un humain, quoi. Donc c'est vraiment ça se résume à tout ça et le software craftsmanship, ça apporte un peu ce qui manquait au comment on appelle ça? Au manifeste agile de base, c'était la partie excellence technique et vraiment la notion, de partager ça, en fait. Vraiment l'idée de pas du tout en faire un truc élitiste,
et de faire un truc, tu sais, du gatekeeping derrière, des personnes qui détiennent la vérité, machin et tout. Hem et l'idée, c'est vraiment de partager ça, au plus grand nombre dans le respect du contexte, en fait, parce qu'il y a pas eu les ces pratiques-là s'inscrivent toujours dans un contexte, donné et en fonction du contexte, une bonne pratique peut devenir une pratique qui n'est pas, si bonne il faut arrêter tout justement ce qui est intéressant, c'est d'arriver à comprendre pourquoi les pratiques existent, dans quel contexte elles ont été inventées et pour remédier à quelle, problématique et à partir de là, tu peux, en conscience, décider de l'appliquer ou non. Si tu l'appliques, tu sais que c'est parce que ça correspond exactement à la problématique que tu veux régler et tu as conscience que ça rajoute potentiellement un coût derrière, parce qu'il y a toujours un coût à une bonne pratique. Ça peut être, un coût de, mmh, de learning curve, par exemple, pour des gens qui vont aller sur le projet. Ça peut être un coût de charge mentale quand tu crées une abstraction, une indirection, ça crée une charge mentale supplémentaire parce que du coup, il faut penser qu'à aller voir le truc, mais enfin, il y a d'autres avantages derrière, mais voilà. Ou tu peux décider de ne pas l'appliquer et la grande différence avec les gens qui n'appliquent pas les bonnes pratiques sans savoir qu'ils ne l'ont pas appliquées, c'est que quand toi, tu décides expressément de ne pas l'appliquer, c'est que tu connais tu sais les problématiques qu'elle vient résoudre et donc tu sais que le jour où tu vas avoir cette problématique, si elles arrivent, tu sauras comment, y remédier parce que tu sauras comment, appliquer et tu seras pas là en train de te dire: «Tiens, je comprends pas pourquoi il y a c'est ça est devenu le bordel et tout», tu vois? Mais ça nécessite une rigueur, un suivi, continu et surtout une écoute toujours de cette métrique du feedback, de la qualité du feedback et donc le corollaire de ça qui est la douleur que tu ressens à travailler dans ton code, si justement tu as le feedback qui devient, qui voilà et en fait, après tout le reste, tout ça gravite autour de cette notion-là. Tout, Parce absolument que tout. parce que du coup, tu as fait un parallèle entre, donc le craftsmanship et les méthodes agiles. Donc, est-ce que c'est exact ou pas si, je dis que du coup le craftsmanship, c'est un peu une méthodologie, une philosophie, une boîte à outils et après dedans, il y a beaucoup de choses comme le clean code, l'architecture hexagonale, le DDD, le TDD, mais qu'on va adapter, comme tu disais, selon, le contexte? Ou est-ce que c'est un peu différent? Si, en fait, de base, oui, c'est ça, de base, c'est l'idée, c'est de réunir un ensemble de concepts sous une même étiquette, enfin, sous une même, c'est plutôt sous un même objectif. Mais en fait, il y a un peu une épée à double tranchant dans notre industrie qui est qu'elle est jeune, forcément, donc elle est pratique, enfin, je parle par rapport à des industries, qui sont, bicentenaires ou plus, elle est relativement jeune. Les pratiques émergent au fur et à mesure et tout évolue très vite. Donc des bonnes pratiques d'il y a 40 ans ne le sont peut-être plus aujourd'hui, ça va dépendre de plein de choses et surtout, il y a tellement de concepts, tellement de trucs complexes que, bah, pour simplifier les choses ou en tout cas pour qu'on puisse tous parler de la même chose, on va réunir, ces concepts sous un nom, software craftsmanship, clean code et cetera. Donc ça c'est bien, mais le double tranchant, le revers de la médaille, c'est qu'il y a une, diffusion sémantique, énorme qui se passe et que les concepts, deviennent totalement galvaudés souvent avec le temps parce que mal compris, parce que mal partagés, parce que voilà. Donc ça devient un peu compliqué et aujourd'hui, quand tu vas parler, de software craftsmanship, de DDD, de clean archi, d'architecture hexagonale et cetera, dans la grande majorité, des équipes et pour la grande majorité des développeurs, c'est synonyme de overkill, quoi. C'est synonyme de gens qui sont, coincés dans leur bouquin et qui vont passer, 1 mois à vouloir faire un code, parfait aux petits oignons, voilà, avant de mettre en production et tout. Alors que c'est justement tout l'inverse. Ce sont des pratiques dont l'objectif est exactement l'inverse et heu et ça, c'est lié à plein de problèmes de notre industrie où on a du mal à accepter, le fait que, on puisse apprendre de l'expérience de gens, passés, heu, parce que comme ça évolue très vite, on a l'impression que c'est devenu complètement différent, mais du coup les problèmes sous-jacents, eux, existent toujours parce qu'ils sont de l'ordre de la réflexion, sur des problématiques, de conception, des problématiques d'écriture de code qui doit être compréhensible par les autres, par les collègues, par les trucs comme ça et ça, c'est des problématiques qui ont toujours existé. Après, en soi, ça s'exprime différemment, enfin, ça s'illustre différemment en fonction des langages ou des contraintes, voilà, mais c'est les mêmes principes et ces choses-là, beaucoup de devs n'en ont pas conscience et surtout l'assimilent à, de la branlette intellectuelle parce que ce qui importe, c'est de tester ton app plus rapidement et cetera et en fait, ces pratiques-là permettent de faire ça. C'est tout leur objectif
Et elles sont nées de ce constat, hein, d'ailleurs, hein, au final, hein. Le 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 Scrum, original, à la base, l'idée c'était, qu'il y ait, une release, au bout de 12 semaines au lieu d'1 par an, quoi. Parce que l'idée c'était d'avoir une release par saison, ce qui à l'époque paraissait impossible parce que dans le cycle, des trucs, c'était déjà une release par an, c'était déjà énorme et donc l'idée de Scrum à la base, c'était d'en avoir au moins, de se focaliser en mode, plutôt que sur 1 an, donc sur 12 semaines. Au bout de 6 semaines, on rééquilibre éventuellement, pour voir si on est dans la bonne direction et après à 12 semaines, hop, une release, quoi. Et pour faire ça, il y a des pratiques derrière qui ont émergé justement pour permettre de le faire de façon plus safe et tout. Et plus on réduit cet écart jusqu'à, par exemple, pouvoir déployer plusieurs fois par jour, et ben là, donc dans le continuous, delivery notamment, et ben là, effectivement, toutes les pratiques automatisées de test face, ça aide vachement à être beaucoup plus serein. Ça veut pas dire qu'on peut pas déployer une app tous les jours et qu'elle n'ait pas de bug et cetera si on n'applique pas ces pratiques-là. Mais, ça nécessite un autre type de rigueur et de charge mentale et surtout, quand on bosse tout seul, pourquoi pas? On peut accepter de prendre, cette charge mentale sur notre dos et d'accepter que potentiellement à 3 heures du mat, on aura un problème et qu'on va le régler vite fait ou qu'on va regarder tous les jours si on a des erreurs qui apparaissent, des trucs comme ça, machin. Ou et que quand on va mettre en prod, on va attendre que soit on va tester manuellement pour voir les fonctionnalités principales si elles fonctionnent toujours, soit on va attendre que ce soit les utilisateurs qui testent pour nous et qui nous remontent un bug. OK, pourquoi pas? C'est une façon de travailler, c'est comme une autre. C'est pas forcément la plus efficace, mais c'est la plus efficace pour quelqu'un qui n'est pas, à l'aise avec les pratiques qui lui permettent d'aller plus vite. C'est toujours ça, quoi. Donc, Et justement, pour reprendre le parallèle que tu faisais entre, bon, méthode agile pour la gestion de projet et craftsmanship pour la qualité, logicielle, la qualité du code. Hem, Si tu devais décrire à un développeur, qui développe peut-être depuis plusieurs années, mais qui n'a jamais fait le craftsmanship, tu vois, quand on apprend à quelqu'un les méthodes agiles, on va lui parler quand même d'items qui sont un peu incontournables. Il y aura souvent un Kanban, il y aura souvent des sprints, une estimation, que ce soit fait sous forme de poker ou d'autres formes, mais il y aura quand même des incontournables. Si quelqu'un devait découvrir le craftsmanship, ça serait quoi les incontournables? Est-ce que ça serait, la CI/CD, les tests? S'il devait avoir quelques items vraiment incontournables sur lesquels, se pencher, ça serait quoi? bah, je commencerai pas par mentionner justement tous ces trucs-là. Je commencerai pas par mentionner des outils techniques, des choses comme ça, parce que dans mon expérience, ça bloque en fait directement, je commencerai d'abord par me dire que le mec, si ça fait 10 ans qu'il code, par exemple, et et qu'en 10 ans, s'il a toujours un boulot, c'est qu'il a pas fait complètement de la merde. Donc et qu'en 10 ans, il a probablement, sans le savoir, appliqué plein de pratiques, intuitivement ou justement empiriquement qui relèvent de ce qui existe dans le social craftsmanship ou d'autres trucs. Donc ce que je verrais plutôt, c'est de voir aujourd'hui dans sa pratique, là où il a l'impression qu'il se sent pas totalement, enfin, où il a l'impression de patiner un peu, d'aller pas assez vite, ce genre de choses et à partir de ce contexte-là, je verrai quelles sont les choses qui peuvent être améliorées dans sa façon de faire. Mais tu vois, je partirais toujours d'une douleur qu'il a et pas en mode cours magistral, alors, faut faire ça, 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 sinon c'est pas bon et d'ailleurs, c'est pas du tout, donc encore une fois, l'objectif de ces méthodologies et de ces trucs-là. Ils sont bien obligés de les nommer et de les rassembler pour qu'on parle des mêmes choses, pour qu'on parle de tout ça, mais à aucun moment, n'importe quel auteur de ces bouquins ou n'importe qui enseigne ces notions et cetera et qui est réellement sérieux, à aucun moment, cette personne-là arrive dans un projet et dit: «Bon les gars, maintenant je vais vous expliquer, il faut faire, absolument, du TDD, de la CI/CD, à fond, enfin une pipeline de déploiement et tout et si vous faites pas ça, moi je me casse parce que c'est que votre projet c'est de la merde». Pas du tout, c'est pas du tout dans l'esprit du craftsmanship, et de l'ingénierie, logicielle. C'est contre-productif, complètement. Après, si la personne est curieuse, justement et qu'elle demande pas à être convaincue, mais qu'elle demande à être, curieuse pour elle-même aller creuser, alors là, oui, je lui parlerai, d'aller lire notamment le bouquin de Dave Farley, Modern Software Engineering, où je trouve qu'il résume très bien, l'état des lieux d'aujourd'hui et de pourquoi c'est important, hem
d'avoir un cycle de feedback très court et du coup, de fait que ça découle ce que je disais tout à l'heure, quoi, les tests automatisés, les différents types enfin, ouais, de tests, l'intérêt d'avoir une pipeline de déploiement, enfin de delivery, voilà, continu, tout ça, quoi. Et donc d'aller creuser ces thèmes-là, de les voir de voir comme ça. Mais je conseillerais toujours d'aller creuser en partant de la douleur, de la problématique que tu ressens. Sinon c'est le terrier du lapin, tu vois? Tu t'en finis pas. Et Mmh. tu as un effet tunnel et puis tu pourras toujours trouver autre chose, tu pourras toujours trouver mieux, tu pourras toujours, Je comprends, ouais, c'est tellement vaste. ouais. OK, donc ça, je vois un peu et donc ouais, tu as conseillé un livre, heu, il y a ta formation, on va en parler, c'est dans le prochain bloc de questions. Est-ce qu'il y aurait d'autres ressources à part ce livre et ta formation, que tu conseillerais? Un blog, Bah, il y a plein de choses. Déjà, je conseillerais de suivre sur LinkedIn les personnes, qu'on considère pertinentes dans ce genre de conseils. Il y a plein de gens dans le milieu francophone, dans le milieu anglophone, il y a plein de profils intéressants à suivre qui postent des choses, qui sont très intéressantes. Après pour moi, il y a quelques chaînes incontournables aussi sur YouTube, notamment Code Opinion d'Eric Comartin et évidemment, Continuous Delivery de Dave Farley. Donc qui sont 2 très bonnes chaînes. Mais encore une fois, hein, c'est enfin, ce que j'aime bien alors Dave Farley, il va avoir une image, sur plein de pratiques, hem qui repose énormément sur son expérience, chez LMAX. C'est un truc de finance, extrêmement pointu, où il y avait plein de problématiques extrêmement pointues à une époque où on n'avait pas tous les outils qu'on a aujourd'hui, pour aller plus vite et cetera. Donc du coup, il y a certaines de ces pratiques qui s'inscrivent dans ce contexte-là d'époque, qui sont à relativiser un petit peu aujourd'hui pour les adapter peut-être un petit peu différemment mais l'idée reste la même. Derek O'Martin, il est plus spécialisé dans tout ce qui est, event driven, service, enfin, tu vois, ce genre de choses et donc c'est hyper intéressant pour tout ce qui est event driven, mais pas que, hein, il fait aussi d'autres choses et surtout comme indique le nom de sa chaîne, il émet, une opinion, voilà, mais il explique concrètement, pourquoi il trouve ça bien, enfin, quels sont les compromis, quels sont, voilà et donc c'est super intéressant justement pour discuter de ça et donc ouais, donc LinkedIn évidemment et puis voilà, enfin moi, c'est mes sources principales, hein, de YouTube, LinkedIn, c'est vraiment mes sources principales de veille et de suivi sur ces sujets. ouais, de façon globale, sur tous les sujets tech, il y a pas mal de valeur entre YouTube, Il y a LinkedIn. le Slack de Michael Azerrad, c'est un Welcome, on est 4000 je crois maintenant là, c'est pareil, c'est une mine d'or et une source d'information, heu, alors je conseille d'avoir toujours comment on appelle ça? Des écouteurs sur soi parce que Michael est très fan des audios. Je sais pas combien d'heures d'audio il a envoyé, mais dès qu'il est en voiture ou qu'il emmène sa fille à la crèche ou je ne sais quoi, il y a un petit audio qui part et il y a énormément, énormément, énormément d'informations, sur ce Slack, qui sont très intéressantes. Il y a sûrement aussi le Discord de Anthony Cyril. Alors j'y suis, mais j'ai pas, mais je suis pas, actif dessus, mais il y a l'air d'avoir pas mal de monde et je pense que ça discute aussi beaucoup. Donc je pense que c'est 2 incontournables de la francophonie, sur ces sujets-là. OK. Et après je suis pas trop sur les Discords de l'étranger. Enfin, je suis sur celui du coup de Derek Comartin de Code Opinion et de, Continuous Delivery, mais parce que j'ai souscrit à leurs chaînes respectives, en soutien. Hem, donc voilà, globalement OK. les sources que je conseille. Et les 2 dernières questions autour du craftsmanship avant d'aborder, bah, la suite de ton parcours de dev, puis, bah, l'aspect formation avec, bah, justement ta plateforme. La première, c'était, bah, tu as un peu répondu tout à l'heure, mais on va revenir en détail. Qu'est-ce que tu dirais à ceux justement qui disent que, et ben, en fait, ça fait prendre, beaucoup enfin, ça fait perdre beaucoup de temps et du coup, ils ont même s'ils aimeraient le faire, ils ont pas la possibilité de l'intégrer, à leur boîte. Globalement, il y a deux types de personnes. C'est soit ceux qui sont déjà dans une entreprise installée avec des projets existants, peut-être des legacy, qui disent ça, et qui disent par exemple que leur PM leur laisserait pas enfin PM pour product manager ou product owner, le temps de le faire et il y a de l'autre côté, des devs freelance qui sont un peu adeptes, d'une certaine vision du MVP où il faut aller vraiment très vite. C'est pas grave si le code n'est pas propre. Globalement, c'est les 2 grandes, je pense, typologies de personnes qui disent ça. Qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce que tu en dis? Bah, déjà tant que ces pratiques-là ne te permettent pas d'obtenir un feedback plus rapide, il faut pas les appliquer
en milieu pro. Il faut d'abord s'entraîner sur des projets à soi, perso, enfin voilà. En milieu pro, par contre, ce qui est intéressant de faire, si tu es curieux justement sur ces pratiques-là et que, comme je disais tout à l'heure, tu connais un petit peu, au moins globalement dans quel contexte s'inscrivent ces pratiques, quand les appliquer et cetera, et ben, il faut se baser, si tu es dans une équipe où tu dois justement aider l'équipe, à développer telle ou telle feature et que tu vois que l'équipe, qui est là depuis, plusieurs mois ou voire années, qu'elle se plaint, faut être très à l'écoute en fait. Si l'équipe se plaint souvent de: «Ça c'est chiant, ça c'est lent, ça c'est lent, ça c'est lent, là on perd du temps, là on perd du temps, là on perd du temps», faut écouter tout ça et voir si dans ces problématiques-là, il y a peut-être certaines qui peuvent être, soulagées par, une meilleure pratique à tel endroit dans le code et tout, et essayer d'embarquer tout le monde en expliquant: «Voilà, il existe cette pratique-là, si vous voulez, on peut essayer sur un truc restreint, machin, pour voir ce que ça donne si on va plus vite ou quoi», et tu vois, infuser comme ça, petit à petit, les pratiques, et en fait, le PO ou le PM n'ont absolument, pas voix au chapitre là-dedans parce que c'est pas de leur ressort, c'est pas, c'est juste une façon de travailler des développeurs, avec des techniques d'ingénierie, qui permettent d'aller plus vite. Mais effectivement, chaque pratique a un coût de toute façon. C'est une question après d'évaluer le coût-bénéfice, quoi. Si on doit faire moi, typiquement, quand je dois faire un POC, technique, pour vérifier que tel ou tel truc fonctionne, je sais pas, par exemple, je dois vérifier, là, par un exemple récent, il faut que je vérifie que je peux bien brancher un service externe de statistiques à une base de données Postgres avec des vues matérialisées Postgres et cetera, et que derrière moi je peux les récupérer dans le front pour l'afficher et tout. Je vais pas me faire chier à faire des tests pour tout ça. Là, mon feedback, il serait plus lent avec des tests parce que je sais pas vraiment ce que je veux en fait. C'est, je patauge là pour voir, c'est vraiment une preuve de concept, donc je patauge pour voir si ça marche, si c'est ne serait-ce que possible et tout. Donc là, je perds pas de temps avec des tests automatisés parce que je sais que c'est quelque chose que je vais après reprendre, différemment, mais c'est juste pour m'apprendre des choses. Donc là, c'est différent. Par contre, à partir du moment où tu dois mettre quelque chose entre les mains des utilisateurs, c'est qu'a priori, tu sais ce que tu veux mettre entre leurs mains. Je dis pas que tu sais que c'est la bonne fonctionnalité, mais tu sais ce que toi, tu as envie de leur montrer. Tu es pas là en train de dire: «J'appuie sur le bouton et puis, je sais pas ce qui part en prod, on verra bien». Enfin, tu vois, ça a pas de sens. Donc à partir du moment où tu sais ce que tu veux mettre en prod, tout ce qui te permet, de gagner du temps, eh ben, faut le faire. Typiquement, même pour un MVP, un truc qui doit aller vite, la première chose que je fais, c'est, mettre en place un walking skeleton. Ça, c'est le squelette, qui marche, quoi. C'est une pratique, qui, voilà, tu dois passer, hem, quelques heures, pas plus, voilà, à mettre en place juste le projet en lui-même, un premier use case de bout en bout, mais avec pas forcément avec les vraies dépendances derrière, pas forcément les vraies bases de données ou quoi, mais l'idée, c'est juste d'avoir le projet qui soit configuré, qui puisse être mis en production sur un serveur, que, si tu le branches avec, des outils que tu utilises, genre pour avoir des GitHub Actions automatiquement, que ça déploie bien quand tu commits, enfin, toi, des trucs, mais il faut pas y passer une semaine, juste, une après-midi, une journée grand max, parce qu'après ça fait gagner beaucoup de temps pour dès qu'on a une modif à faire, dès qu'on a un truc à faire rapide, hop, ça fait gagner énormément de temps. L'objectif, c'est que vraiment le plus vite possible, on puisse, déployer tous les jours en production soit en un clic quoi, et rollback en un clic aussi. Ça, c'est vraiment l'objectif, au début, et donc après l'idée, c'est de voir, OK, quand, est-ce que je garde ce feedback, aussi rapide quand je crée une nouvelle fonctionnalité, quand je crée autre chose et tout? Et donc là, si tu te rends compte que c'est plus le cas, que ça commence à être compliqué, que ça commence à être compliqué, bah, c'est peut-être le temps de prendre conscience que, bah, ouais, il y a peut-être des pratiques qu'on aurait pu mettre en place qui voilà. Et si tu es très à l'aise avec toutes ces pratiques et que tu as l'habitude de travailler comme ça et que toute l'équipe a travaillé comme ça, tu peux mettre des pratiques qui sont, basiques pour toi en place, pardon, dès le début, et tu iras plus vite. Tu vas, c'est dès, dès le 1er jour, tu iras plus vite, en fait. Parce que tu es habitué, parce que voilà, et quand je dis Mmh. mettre des pratiques en place, ça veut pas dire forcément, sortir l'artillerie lourde et tout faire, mais au moins un minimum qui te permette de garder contrôle sur ton feedback et la qualité du feedback, de derrière, et d'être sûr que, tu vas pas, te planter quand tu vas mettre en prod, ou que tu vas pas attendre que ce soit tes utilisateurs qui te préviennent, quand il y a un souci, quoi. Et En fait, juste c'est très différent de bosser, tout seul sur un projet en mode, solopreneur indie hacker que de bosser ouais. en équipe.
Parce que quand tu bosses tout seul, le code, il existe que pour toi, dans ta tête et tout. Donc, en fait, tu t'en fous, tu maîtrises tout ton projet. Et souvent, c'est un truc qui va pas forcément durer longtemps. Donc, tu peux, si tu es à fond dessus, que tu bosses 6 heures, 7 heures par jour dessus pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, tu as tout qui est dans ta tête en code. Tu sais exactement où aller modifier tel truc, ou faire tel truc et tout. Donc, c'est pas tout à fait la même chose que de travailler au sein d'une équipe avec le code qui doit rester pour d'autres gens après potentiellement. Ou pour, voilà, ça, c'est pas les mêmes problématiques. C'est Donc, ce que c'est ce que j'allais te dire. Ouais, là, je vois bien. Donc, quand tu pars de zéro, tu vas avoir un peu le choix. Mais dans le cas où tu es dans une entreprise, tu viens par exemple d'arriver ou ça fait quelque temps, tu as réussi à les convaincre de mettre en place bah, toutes ces méthodes, mais le projet est legacy. Ce serait quoi pour toi, à ton avis, la première étape, si tu as réussi déjà à embarquer, tu les as convaincus, mais techniquement, euh, par quoi on commence pour essayer de mettre tout ça en place quand il y a du legacy? Est-ce que tu as une stratégie ou des conseils? déjà, ces pratiques-là, faut pas essayer de les mettre tout en place du jour au lendemain. Et surtout, le mieux, c'est plutôt de les mettre en place sur le nouveau code qui est ajouté au legacy, Mm. tant qu'à faire. Heu, Quitte à ce que ça reste fortement couplé au début et tout, mais au moins pour pareil, toujours pour infuser un peu ces notions. Et après, si vraiment il doit y avoir un travail sur du gros legacy qui existe, là, la première chose que je conseillerais, c'est d'avoir au moins 2-3 tests ou plus critiques de vraiment end-to-end avec depuis le navigateur, tu vois, un Cypress ou un Playwright comme ça pour faire des tests qui t'assurent un filet de sécurité Mm. de base pour te permettre de voir si tu casses pas tout. Voilà, puis après, bon, il y a des techniques hein, comme la Golden Master, comme le Stranger Fig, des techniques de reprise en main du legacy, et cetera. Mais c'est toujours compliqué parce qu'il faut jamais oublier que dans le legacy, on a beau dire que c'est du legacy et tout, en fait, ça sert à rien de se plaindre en permanence en disant: «Mais c'est l'enfer, je peux pas bosser dessus, c'est du code legacy, c'est trop pourri, c'est dégueulasse». D'accord, mais en fait, ce code legacy qui est là depuis 15 ans, c'est ça qui fait gagner de l'argent à la boîte, en fait. Donc du coup, on peut pas, tu vois, dire: «Bah, c'est de la merde, vas-y, moi je bosse pas là-dedans, c'est vraiment codé avec les pieds et tout», certes, mais c'est ce qui te paye, en fait, tous les mois. Donc c'est voilà. Donc après pour agir par rapport à ça, effectivement, l'idée, c'est petit à petit, d'essayer de toujours, gagner en qualité de feedback et en qualité enfin, réduire le change rate, failure quand tu déploies, quoi. C'est-à-dire qu'il y ait de moins en moins de MEP qui nécessitent un rollback ou qui incluent d'autres bugs, et à mesure que tu apprends des trucs, voir ce qui peut être, potentiellement, réglé via des tests, notamment, enfin, pour un peu solidifier le truc, ou alors qui peuvent être simplifiés, refactorés ou ressortis un peu avec, voilà, justement ce pattern où tu crées des interfaces autour, pour en profiter pour changer le code derrière, mais de façon contrôlée, et cetera. Mais ça demande beaucoup d'expérience dans le domaine, et je pense sincèrement que c'est là où il y a vraiment le plus de travail dans notre industrie. C'est là où il y a le plus d'opportunités pour vraiment, enfin, quelqu'un qui maîtrise heu, complètement enfin, qui maîtrise très bien, hem, c cette reprise en main des legacy, pour permettre à l'équipe de garder son legacy tout en avançant plus vite qu'avant sur les nouvelles features, voilà, et ben, c'est ceux qui peuvent, je pense, prétendre aux meilleures offres, aux meilleurs TGM, aux meilleurs, salaires, parce que c'est, extrêmement, heu, ça a une valeur très importante pour l'entreprise. Oui, je Mais ça comprends. demande beaucoup d'expérience, en fait, en ingénierie logicielle, mais enfin, en design, voilà, en plein de choses, quoi. C'est pas simple, quoi, vraiment pas. Ouais, c'est un gros morceau. Heu, OK, si on reprend ton parcours, donc tu as dit que tu as quitté le Figaro après pour de nouvelles expériences. Ouais. Globalement, qu'est-ce qui se passe entre le moment où tu quittes le Figaro et celui où tu vas lancer après, ta plateforme de formation en ligne, sur ce sujet? Ah, bah, après le Figaro, j'ai bossé, pour, Eurosport, donc du groupe, Discovery. Hem Et là, bah, pareil, j'ai été, confronté un peu, bah, aux pratiques, existantes, à des pratiques que je considérais mauvaises, mais qui étaient considérées bonnes sur place. Donc voilà, ça t'apprend toujours aussi à essayer de prendre du recul. J'avais encore un côté trop perfectionniste, sur certains trucs. Il y avait des pratiques que j'avais mal comprises et que j'essayais d'appliquer, alors que c'était pas dans le bon contexte. Du coup, ça faisait perdre du temps à l'équipe, donc c'était pas bon non plus. Donc j'ai continué d'apprendre comme ça sur mes erreurs à chaque fois sur plein de choses,
et hem et petit à petit, après j'ai eu d'autres expériences, avec dans d'autres boîtes. Après j'ai bossé avec, BeReal notamment, l'appli. Ça se passait très bien au début, ça s'est très mal fini, hem, mais enfin pour des raisons différentes, mais notamment parce que justement j'étais pas assez focus après, au tout début oui, mais après j'étais pas assez focus sur livrer en fait, tous les jours. Donc du coup ça m'a joué des tours. Pareil, ça m'a appris une bonne leçon, plein de choses et en fait, à terme, ce que j'ai vu, c'est que de toute façon, moi j'ai toujours eu cette, envie et cette passion aussi pour le partage, de connaissances, c'est-à-dire que quand j'étais à l'école, des fois je donnais des cours comme ça, quand on avait un peu de temps libre, à mes potes enfin dans ma forme dans ma comment on appelle ça? Dans ta promo? Merci, dans ma promo. Sur je sais pas, sur par exemple sur l'architecture à l'époque MVC, des trucs comme ça. Enfin, toi j'expliquais et tout le monde disait: «Putain, mais tu es trop passionné quand tu parles et tout, ça se voit de fou et tout», et j'ai toujours aimé ça. J'avais, à 14 ans, je sais plus, ouais, 14-15 ans ou je sais plus quel âge j'avais rédigé un cours sur le site du zéro à l'époque sur comment développer justement son calculette en basique, en Casiographe, 35+, où il y avait eu quasiment 800 000 vues quand même à l'époque sur ce cours. Donc voilà, j'avais 14-15 ans, je crois, à l'époque. Donc j'ai toujours aimé, en fait, si tu veux, partager, et donc s'en est suivi ensuite le fait de j'ai beaucoup partagé aussi, sur Slack, sur le Slack de Mickaël, là, Welcome. Pendant longtemps, je participais beaucoup dessus et tout. Puis au bout d'un moment, j'avais beaucoup le syndrome de l'imposteur et en fait, au bout d'un moment, je voyais que mes remarques étaient étaient assez pertinentes et que j'aidais les gens et tout et je me dis: «Bah, pourquoi pas, commencer à écrire sur LinkedIn aussi, quoi?» Et j'avais en tête le fait de créer une communauté pour ensuite justement, proposer des formations, des accompagnements, des choses comme ça. Donc j'ai d'abord commencé par créer une communauté, par partager beaucoup de choses, gratuitement donc sur LinkedIn, tout ça, voilà. Et après j'ai monté donc mon un Craft Academy où, il y a des formations dessus pour, voilà, pour apprendre à développer plus rapidement, plus sereinement avec ces pratiques-là. Et j'ai capitalisé du coup sur cette communauté, sur ça pour, voilà, pour avoir des clients, pour que ça marche. Et aujourd'hui, la mission que j'ai actuellement, mon client, c'est grâce à LinkedIn et que j'ai été recruté et grâce à ma casquette, formateur et consultant, sur ces méthodes-là. Et là, avant, on terminera sur le marché tech et freelance de façon globale. Mais là, du coup, bah, tu as fait une bonne transition avec, bah, la formation, ton offre. C'est quand que tu as décidé de devenir formateur, déjà formateur même en présentiel, formateur au sens large, et aussi quand est-ce que tu as lancé la plateforme en termes de date, ta plateforme à toi? En fait, formateur en présentiel, j'ai jamais voulu faire parce que, parce que déjà, je suis un peu feignant et le fait, de devoir me déplacer et tout sur une journée pour faire de la formation et tout, ça me gonflait un peu. Hem, j'ai toujours préféré le faire en mode asynchrone, tout en étant très disponible pour discuter, tu vois, des problématiques et tout. Je les laisse pas dans la nature comme ça et après voilà, au contraire, je suis disponible tout le temps, je réponds tout le temps à la moindre question et il y a pas de souci. Mais, mais voilà, je voulais que ça soit décorrélé de mon temps le plus possible quand même. J'ai commencé, je crois que je l'avais ouverte, f fin non, on est quoi, en 2024? Je sais plus exactement, mais je crois que ça devait être en 2020, fin 2022, je crois. Novembre 2022 par là, ça devait être dans ces eaux-là, novembre-décembre et le premier et vraiment le premier module, je crois c'était début d'année ou enfin décembre 2022 ou janvier 2023, je sais plus exactement. Mais c'était dans ces eaux-là. OK, et du coup, donc en tout cas, ça fait plus d'1 an, 1 an et demi. Hem, Bah, du coup, parle-nous un peu de cette plateforme, de cette formation. L'objectif, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle contient? À qui elle s'adresse? Je suis en pleine, réflexion pour refondre complètement la formation, en fait, OK. parce que, ce que j'ai pu remarquer alors déjà, en fait, moi, le paradoxe un peu de cette formation, c'est que moi, je suis beaucoup plus orienté back-end, mais que dans la formation, elle est beaucoup plus orientée front-end. Parce que, côté back, finalement, il y a qu'une introduction, introduction plus plus, on va dire, mais c'est pas du tout un cursus, complet, dans le côté back-end, quoi. Et hem
Et en fait, donc j'ai eu de très bons retours, hein. Il y a pas de il y a pas de souci, là-dessus. J'ai eu des retours, enfin, sur plein de choses, sur des trucs à modifier, sur des trucs, qui marchent bien, et cetera. Au final, je sais même plus combien il y a d'étudiants enfin, d'élèves qui ont acheté la formation ou qui ont eu un accès, anticipé gratuit, ou voilà, je sais plus combien, ça fait longtemps que j'ai pas regardé. Mais on doit être à plus de 1 500, je pense, un peu plus. Et donc en 2023, ouais, de décembre 2022 à septembre 2023, j'étais vraiment à 100 dessus, donc à faire du marketing aussi, faire des trucs, et au final, j'ai eu un résultat beaucoup plus, élevé que j'avais anticipé, parce que j'ai réussi à faire, en arrondissant, en gros, 100 000 € enfin 100 000 pardon, de chiffre d'affaires sur cette période. Donc c'était bien, quoi. Enfin, je pensais pas du tout faire autant, donc c'était très cool. Et le problème que j'ai aujourd'hui, c'est un problème un petit peu, comment dire? De conscience, professionnelle et éthique et tout. C'est que, de ce que je remarque aujourd'hui, beaucoup de personnes, du coup, qui suivent, enfin, les gens qui vont suivre cette formation, et cetera, pour beaucoup, ça va être des gens qui sont curieux, qui ont 3 4 ans d'expérience, qui ont envie de passer au niveau supérieur et tout, mais qui ensuite vont un peu souffrir, du retour de bâton, dans le sens où ils vont vouloir appliquer tout ça en entreprise, et ils vont arriver justement en disant: «Les gars, faut faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Moi, j'ai appris, je peux vous dire», et ils se prennent un mur, quoi. Et donc c'est pas du tout l'objectif de la formation, c'est pas j'essaye, toi, de montrer comment apprendre par soi-même, enfin, comment comprendre les choses et tout. Et là, je suis en train de voir, du coup, pour reformater complètement la formation, l'orienter beaucoup plus, back-end, mais ce sera quand même full stack, parce que je vais utiliser HTMX, côté back-end, pour rendre du HTML, hein, mais dynamique, enfin, un peu interactif. Et surtout, je vais vraiment axer sur le code, quick and clean, tu vois? Heu, pour, heu et pour avancer, pas à pas, tu vois? En adoptant les pratiques pas à pas, et en expliquant à chaque fois, voilà, le coût de la pratique, ce qu'elle vient, résumer. Pourquoi est-ce que je décide de l'appliquer maintenant et pas maintenant? Enfin, tu vois? En faisant volontairement du code, pas comme je le ferais, directement tout de suite, dès le début, tu vois? Maintenant, parce que j'ai l'habitude, mais volontairement, le plus simple possible, et ensuite j'apporterai les trucs comme ça, et tout. Donc c'est plus ça maintenant que j'aimerais proposer comme type de formation sur Craft Academy, et en ciblant plutôt, du coup, les freelances, parce qu'aujourd'hui c'est ouvert à tout le monde, mais il y a pas de financement, possible, aujourd'hui, sur mon truc, parce que je suis pas certifié Qualiopi, tout ça, donc c'est plus compliqué pour les gens qui sont en CDI. Pour les freelances, ça l'est moins. Mais en fait, là, je suis en train de là, c'est tout frais dans ma tête, hein, ça a quelques jours, ce que je te dis là, hein, je suis en train d'y réfléchir. Hem, mais en gros, moi, l'idée, que j'aimerais vraiment, c'est de pouvoir dire aux devs freelance que ils vont apprendre justement à apprendre et à être force de proposition en appliquant les pratiques au bon moment, et cetera, et du coup, avoir un impact beaucoup plus important sur le client. Et donc en contrepartie, obtenir un meilleur TJM aussi. Pouvoir, négocier des TJM plus importants. Parce qu'aujourd'hui, les TJM ont quand même pas mal baissé, par rapport à la période covid, voire avant covid. Heu pour se démarquer aujourd'hui, c'est vraiment, le côté, pas, simple exécutant, mais vraiment, tu vois, être force de proposition, pour sa boîte, voilà. Et donc sur la partie, paiement, ce que j'imaginais, c'est faire un contrat donc avec chaque dev, où, l'idée, c'est que tant qu'il est dans sa mission, il a accès donc à la plateforme, Craft Academy, qui se renouvelle, et qui aurait il y aurait d'autres trucs dessus, voilà. Heu, Plus un accès direct avec moi pour me parler quand il veut, sur le Slack, pour me partager ses problématiques concrètes de son projet sur lequel il travaille, donc ça, donc quelque chose qui est adapté, un accompagnement adapté, et qu'en échange, il me verse 5 par exemple de son TJM, tu vois, sur la durée de sa mission. Ce serait ce serait, plus v ce vers quoi j'aimerais tendre. Il faut que je teste, hein, j'ai pas testé encore, faut que je vois tout ça, mais OK. faut Ouais, donc là, ça serait l'idée de ta refonte. Oui, donc tu en fait, ouais, heu, pour une V2, résumer, quoi. tu me dis si j'ai bien compris, la V1, bah, il y a 2 parcours, back et front.
Ouais. Sur quel stack? JavaScript? TypeScript? Ouais, TypeScript. TypeScript. Et encore aujourd'hui, la stack front, je la recommande même plus vraiment dans le sens où, elle est surtout adaptée pour des projets qui vont être très interactifs côté front, tu vois? Il y a vraiment beaucoup d'interactivité où du coup Mhm. tu vas pas partir forcément sur du Next.js ou en tout cas, si tu pars sur du Next.js, tu as énormément de logique côté front qui nécessite d'avoir un state manager, un truc comme ça, enfin, tu vois? Un truc vraiment, complexe. Là, c'est adapté parce que ça te permet de comprendre comment tester ton app facilement sans ouvrir le navigateur tout le temps et cetera et d'aller vite, comme ça. Mais comme aujourd'hui, la plupart des projets utilisent, Next, et utilise les raccourcis créés par Next et tout, elle est moins pertinente et ça risquerait de plus euh, porter de préjudice entre guillemets à quelqu'un qui va suivre cette formation-là s'il veut l'appliquer dans son contexte Next, qui n'est pas du tout le bon Mhm. contexte. Mhm. Donc c'est Ouais, pareil, mais tu vois, je vais refondre un peu tout ce que ça. tu disais dans la V1, c'est qu'en gros, tu as eu beaucoup de bons retours, mais que tu as vu, si j'ai bien compris, qu'il y a un peu un gap entre le fait d'apprendre ces bonnes pratiques et de le mettre dans ses projets Ouais, perso, ses projets bac à sable, mais que ça coince un peu à l'étape où ils veulent le mettre dans l'entreprise parce qu'ils essayent d'appliquer tout à ce fait, qu'ils ouais. ont appris sans s'adapter vraiment au contexte parce qu'ils n'ont pas encore le recul. Exactement. Et pour ça, tu aimerais faire la V2 que tu nous as décrite. Ouais. Du coup, la V2, deux questions. Tu prendrais un pourcentage, mais tu sais si l'accès hors pourcentage est gratuit ou il y aura un accès payant? Non, il n'y aurait pas d'accès hors pourcentage pour l'instant. Hmm. Ok. En fait, il y a l'idée là, c'est qu'en ce moment, je suis en train de bosser sur un truc qui s'appelle Crafty Reads. C'est un projet que je fais sur LinkedIn en mode ouvert et tout, avec à la fois le repository du code qui est donc open source, et à côté un guidebook généré qui sert de billet de blog général, de fil de devlog en fait du truc, où j'explique ma méthodologie, où j'explique comment j'avance pas à pas, etc. Et donc tout ça, c'est complètement gratuit. C'est à disposition. Et l'idée, c'est que ce sera un peu le même principe pour ce qu'il y aura de payant sur Craft Academy, mais en plus poussé, quoi, avec vraiment des concepts plus avancés, plus poussés. Mais en gros, j'ai envie de tester la pédagogie que je veux mettre en place sur la nouvelle version avec cette version-là. Donc là, pour l'instant, dans la partie purement enfin, le cours entre guillemets, qui est donc le guidebook, c'est simplement des références à des commits, le texte que j'écris, des diffs de code, voilà, des trucs un peu dynamiques avec Arcade qui permet de faire un enregistrement de ton écran dynamique où tu peux cliquer dans l'écran, un truc comme ça. Mais à terme, j'aimerais aussi trouver un système pour créer des sortes d'exercices un petit peu interactifs où tu peux répondre à des trucs et puis ensuite corriger automatiquement par une IA que j'ai programmée pour qu'elle te réponde exactement, enfin, qu'elle t'aide à résoudre, enfin, toi, un truc vraiment tester, en fait, me servir de ça comme un support pédagogique de test pour la version poussée que je ferai sur Craft Academy derrière et qui me permettra voilà, qui sera ça que je mettrai en accès payant avec derrière le support. Le support, voilà. Et en fait, même mon objectif, même à terme, ce serait de pouvoir agir en tant qu'apporteur de mission pour ces freelances-là. Et si les entreprises, tu vois, Hmm. elles considèrent que, OK, il y a une vraie qualité, il y a un vrai label Craft Academy, et qu'il n'y a pas aujourd'hui, hein, évidemment, mais qu'il y a un vrai truc et qu'en gros, elles savent que directement que ce sont des profils qui vont correspondre un peu plus à un truc, que je me serve aussi de cette plateforme-là comme un système d'apport d'affaires pour enfin, de mise en relation entre ces missions qui ont la problématique de trouver des devs et les devs qui aimeraient trouver des bonnes missions, donc avec un bon TGM. Euh, voilà, ce serait l'idée, quoi. C'est vrai que ce serait des missions qui ont un TGM minimum. Oui, oui, Euh, oui. Tu voudrais tu vois. faire ce rôle d'intermédiaire, ouais, d'apport d'affaires. Mais ça, Euh, c'est pas pour tout de suite. Tu vois, le ça, futur. c'est dans une vision future. C'est dans ma vision, voilà, que j'aimerais bien à long terme. D'accord. Donc, tu aurais cette vision un peu, au poker, on appelle ça coaching for profil, donc profit, pardon, où tu prendrais une partie, un pourcentage sur l'émission. Euh, et par contre, est-ce que dans ta bibliothèque de formation classique, tu as prévu de mettre à jour ou d'ajouter de nouvelles formations ou tu te dirigerais vraiment sur ce format avancé, exclusivement? Pour l'instant, tout ce qui existe serait toujours en ligne, hein, évidemment. Euh, et, euh, et pour le reste, non, ce sera pour l'instant, j'ai pas spécialement, pour l'instant, prévu de mettre à jour les formations existantes sur ces sujets-là, mais je verrai, en fait, si je peux, si des trucs que je peux remettre, pour ceux qui ont déjà acheté la formation, que je peux remettre dedans, je verrai pour la compléter, voilà, pour que les personnes qui ont acheté se sentent pas lésées. Mais
mais voilà, je vais voir un peu tout ça, comment je mets en place tout ça. Pour l'instant, je te dis, c'est très frais dans ma tête, Ouais, hein. c'est Faut tout que je frais. teste, faut que je fasse des tests, pour voir un peu si ça intéresse, ou pas. Enfin voilà, c'est vraiment, Ça marche. Avant qu'on passe au marché tech, pour rester sur ta plateforme, hem, donc globalement, toi, est-ce que tu as donc tu as dit que tu n'as jamais été formateur en présentiel, mais est-ce que tu as été même formateur en téléprésentiel? C'est-à-dire avec une classe, non plus, hein? Donc toi, ton expérience de formateur, c'est, les vidéos et c'est le vraiment, coaching en quelque sorte? du full asynchrone, ouais, Ouais, c'est ça, et quelques coachings, en one-one, c'est ça. via Google Meet, ce genre de choses, ouais. Et du coup, en termes pédagogiques, vraiment en termes de Mmh. formateur, comment, tu as réalisé, ces 2 formations? Comment tu as créé le plan de formation? Comment tu as fait pour arbitrer, qu'est-ce que tu vas mettre? Comment tu vas le J'ai, présenter? le principe de la formation, c'est de suivre en fait un projet de A à Z, enfin globalement. C'est difficile de trouver un exemple de projet qui soit à la fois suffisamment intéressant pour être support de formation et en même temps pas trop complexe pour, devenir trop compliqué justement, à appréhender. Et donc ce que j'ai fait, c'est que je développe en fait enfin, j'ai un repository que j'ai préparé en avance de Git, un repository Git que j'ai préparé en avance, en amont, et ensuite pendant la formation, pendant que je tourne, je reprends ce repository, Git, sur un côté de mon écran, et sur l'autre écran, je reprends de zéro, en refaisant le code, en expliquant ce que je fais, je recode en fait le truc, mais cette fois-ci en expliquant, et voilà, donc en gros, ça me prend le double à peu près du temps des vidéos, qui sont tournées, voire le triple. Donc là, il y a 35 heures de vidéo aujourd'hui, j'ai dû mettre, ouais, facilement plus de 100 heures à concevoir et à faire la formation actuelle. Hem mais voilà, donc pour l'instant, c'est comme ça que je fais. C'est que du format vidéo et tout, et j'aimerais un truc un peu plus multimodal, aujourd'hui, avec plus d'interaction, des exercices, des trucs plus ancrés dans la pratique concrète et tout. Parce qu'en plus, regarder parfois une vidéo qui dure 1 heure, c'est chiant, quoi, de quelqu'un qui code et tout, donc c'est un peu relou. Donc mettre, voilà, et découper en plus petits incréments les trucs, mettre un peu des exercices, des petits quiz. Et là, il y en a déjà, je crois, des quiz, hein, je sais même plus en vrai si j'en ai mis. Hem, mais heu, mais voilà, créer quelque chose de plus interactif et de plus actionnable, j'aime pas trop ce terme, j'en ai pas d'autres en français, mais de plus applicable directement, dans ton projet à toi, en respectant le principe, tu vois? Que tu pourrais appliquer chaque micro étape, tu peux l'appliquer à ton projet, en l'adaptant en gros, tu vois? C'est un peu l'idée. Je comprends. OK. Et est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur l'aspect, vraiment ta plateforme académique, une date pour ta V2, Non, j'ai rien pour l'instant, mais encore? déjà le truc qu'il faut que je termine, c'est la partie Crafty Reads là, que je partage sur Ouais, LinkedIn. Enfin, j'ai même pas fait pour l'instant encore un premier post sur la première fonctionnalité. Je publie plus en ce moment sur le comment je m'amuse à générer le guidebook à partir des notes Git machin, enfin bref, voilà. Mais ouais, il y a ça qu'il faut que je termine d'abord, pour tester justement tout le côté pédagogique, avoir des retours sur ce qui manque, sur ce qui est bien, sur ce qui est pas bien. Voilà, et après ça, je me lance vraiment dans la création du parcours, en question, quoi. OK, on va suivre ça. Bah, pour clore l'interview, on va aborder, la dernière section qui est un peu la section, tech, et puis, de façon plus globale, le marché même en général. Hem, il y a des questions qui reviennent souvent. Par exemple, il y a pas mal de juniors qui demandent, enfin des devs seniors, et là je te pose la question à toi. Selon toi, comment, on passe du statut junior à confirmé senior? Comment on a l'évolution Pokémon? Est-ce que c'est un nombre d'années d'expérience, un déclic? Comment ça a été pour toi peut-être, ce moment-là? Ah, ouais, malheureusement, aujourd'hui, ça va se baser sur les années, quoi. C'est ça qui est nul. Parce que, tu peux très bien avoir, 5-6 ans d'expérience et avoir fait pendant 5-6 ans, 5-6 fois la même année, tu vois? Donc, alors oui, tu vas avoir un peu plus d'expérience, des trucs que tu vas avoir appris, machin, mais bon, tu vois, moi, ouais, j'ai des potes, qui sont freelance, qui sont dans une boîte depuis, peut-être pas 10 ans, mais presque, ils font la même chose quasiment tout le temps, et ça leur va très bien parce qu'en fait, ils sont tranquilles, ils peuvent faire leur taf à côté, leur truc, et enfin, tu vois? Mais c'est pas pareil qu'un dev qui, en 10 ans, va avoir vu, 50 clients différents et C'est qui, ça. donc c'est pas simple. Le Ce qui est important, c'est de voir plein de contextes différents, de voir beaucoup de contextes différents, mais tu peux même voir des contextes différents au sein de la même boîte, hein, au sein de Mmh mh. différents projets, de différents trucs pour voir les tenants, les aboutissants, les contraintes, enfin, ce genre de choses.
et le facteur humain qui est toujours le plus compliqué, hein, selon moi, à chaque fois. Euh, Travailler seul, c'est la facilité, quoi. Pour moi, je l'ai fait pendant longtemps, hein. C'est vraiment la facilité parce que, alors, je parle pas en termes de charge de travail parce qu'évidemment, ça duplique énormément. Enfin, tu as une charge de travail de malade mental, tu dois tout faire, machin. Mais par contre, en termes de charge mentale, là, c'est réduit dans le sens où tu pas à te soucier de ce que va penser un tel du code, de ce que va penser machin, de comment est-ce qu'il va comprendre Mmh. le code, de comment est-ce que, enfin, tu vois, tu gères tout toi-même. Donc, déjà, là, ça libère, tu vois, t'es tranquille. Donc ça, c'est quand même une grosse charge en moins parce que c'est ça qui est le plus difficile, en fait, dans notre métier, je trouve. De vraiment faire du code qui va pouvoir être compris, repris par d'autres, qu'il faut arriver à gérer en fonction des contraintes de tout le monde et tout. C'est ça qui est vraiment difficile. Et ça, tu l'apprends pas à l'école. Tu l'apprends vraiment sur le terrain. Ouais, sur le terrain. Donc ouais, ta réponse, c'est que pour le marché, effectivement, c'est le nombre d'années d'expérience, hein, c'est clair, qui définit si tu es junior, confirmé ou senior. Et après, par contre, dans la réalité, pour vraiment step up, toi, tu parles de multiplier les situations, les expériences différentes pour acquérir. Ouais, et même les projets que tu fais toi-même aussi à Hmm. côté, si tu veux vraiment choper une mission intéressante, si les mecs sont pas trop cons en face, qui veulent recruter quelqu'un et que tu montres que tu es justement que tu es à fond, que tu es passionné, que, euh, que t'as la niaque en gros pour apprendre, que tu as fait des trucs, que tu sais que tu sais pas tout, mais que voilà, tu es prêt à apprendre tout, eh ben, ils vont être sûrement beaucoup plus emballés que quelqu'un qui s'est dit senior, mais qui au final, il se passe rien, toi. Il y a pas de feeling, il y a rien. Donc, c'est Ouais, comme ça, je pense qu'on peut un peu bypasser le truc des années d'expérience. c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Ben, on parlait de facteurs. Et surtout, faut pas, pardon, je finis juste sur Non, ça, non, mais dis-moi. faut pas non plus balayer d'un revers de main le fait que quand tu es en reconversion et que tu as 1 ou 2 ans d'expérience effectivement dans le code, si tu as 10 ans d'expérience derrière toi dans la cuisine ou dans la plomberie ou dans je sais pas quoi, ben, ça compte en fait hein, comme expérience. Tu as plein de soft skills ou de façons de réfléchir, de réfléchir à des problématiques, à comment tu résous de telles problématiques en fonction de telles circonstances, de telles contraintes et tout. Ça, c'est des trucs que tu peux transvaser dans ton approche. Et il faut en parler dans les entretiens quand tu es junior sur le papier, mais que tu as 40 piges et que tu as de la bouteille dans d'autres trucs. Il faut en parler, quoi. C'est hyper important. Ça apporte une vision en plus que quelqu'un qui sort juste de l'école et voilà, tu vois? C'est clair, oui, coder, c'est pas juste bah, faire des lignes de code. Il y a beaucoup de Bien choses sûr, annexes qui tournent autour, savoir défendre une idée, travailler en équipe. tout à Il y a fait, ouais. vraiment, ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. Et quand tu parlais du facteur humain, justement, il y a des questions qui reviennent sur c'est quoi une bonne PR, en fait, une bonne pull request. Toi, t'en penses quoi déjà des pull requests de façon globale? Parce que par exemple, il y a certains courants qui disent que c'est pas utile si tu fais vraiment beaucoup de pair programming ou de mob programming. Qu'est-ce que tu penses des PR et comment on en fait une bonne de PR? Déjà, je pense que si, si on est 2 sur le projet, et qu'on fait du pair programming, les PR servent à rien parce qu'effectivement, on voit le code, on voit il y a pas de souci, il y a pas de truc. Heu, Après, dès que l'équipe est plus grosse ou, ou même que tu travailles pas sur les mêmes choses, il y a plusieurs façons de voir les choses. Heu, la façon, je trouve, qui est la moins contraignante pour les devs aujourd'hui, hem, enfin, qui a le meilleur compromis pour l'instant dans ce que j'observe, c'est d'avoir un système de trunk-based development, mais avec des branches très courtes, tu vois? À durée de vie très courte. C'est-à-dire que tu vas publier ta branche, enfin tu vas faire ta branche pour ta feature, et le jour même, tu la pousses et c'est intégré dans main, quoi. Ça, c'est l'idéal. Ça marche bien, si aussi, les reviews sont rapides, en fait. Parce que si tu dois attendre 2-3 jours que quelqu'un review ta PR, voire attendre 1 heure ou 2 que quelqu'un review ta PR, ça freine, tu vois? Ça casse le flow, ça casse ça voilà. Donc c'est important que on puisse chacun reviewer rapidement le code de l'autre. Et si les PR sont petites, c'est ça qui est important aussi. Du coup, de toute façon, si tu dois le déployer tous les jours et faire une fonctionnalité, enfin une PR très courte, il faut découper
en petites tâches techniques, quoi, qui sont toutes intégrables dans ton code. Il faut dissocier deux choses, en fait. Il faut dissocier le fait que le code est intégré du code déployé. Intégré, c'est qu'il est dans main et que tout le monde part de ça et que du coup, il n'y a pas de conflit, il y a pas de truc. Et tant que le build il passe, eh ben, à n'importe quel moment, le code peut être déployé. On s'en fout que ta feature ne soit pas terminée parce que de toute façon, ça impacte pas le reste, quoi. L'important, c'est que le code il soit intégré en fait, régulièrement dans main pour éviter d'avoir des PR qui sont trop grosses et des, et des, et, enfin voilà. Et l'erreur que je vois souvent, c'est de considérer qu'une PR égale une user story. Alors déjà, les user stories, c'est complètement galvaudé aussi, c'est devenu n'importe quoi, parce que les user stories à la base, c'est un post-it dans un coin, juste pour qu'on s'en serve pour discuter et après, poubelle, quoi. Enfin, c'est pas du tout un truc, voilà. C'est que normalement, la user story doit permettre d'être juste un token, enfin un truc pour discuter d'un sujet quelconque. Oui, c'est un support. Ça peut même être un mot, une phrase, enfin, on s'en fout, tu vois? L'important, c'est qu'on en discute et à partir de ça, tu découpes en tâches, techniques qui sont toutes, réalisables, voilà. Mais c'est et donc après, tu fais tes PR qui sont petites petites, idéalement pour que les reviews soient pas trop longues. Généralement, je trouve que ce qui marche plutôt bien, c'est quand il y a moins de 30 changements dans une PR, entre 20 et 30, ça c'est correct. Il faut que ça prenne pas plus de 5 minutes, quoi, pour la personne qui review la PR. Il faut que ce soit rapide, voilà. Donc il y a cette possibilité-là. Ou alors, il existe une possibilité aussi, que pour l'instant, moi, j'ai pas vu en entreprise, mais je sais que ça existe, qui est des sessions de mob review que tu vas faire, Mmh. soit une fois par jour, soit une fois par semaine, peu importe, où tu en fait, tout le monde pousse dans main en permanence, en trunk-based development, pareil. Donc pour ça, il faut bien qu'il y ait une pipeline qui soit béton, hein. Une fois par jour ou une fois par semaine, on se réunit et on voit, voilà, donc là, on a fait ça, on a bossé sur ça pour que les gens prennent, pour qu'il y ait une sorte de ownership du code un peu plus, général. Bon, ça, je l'ai pas vu encore, hein, je l'ai pas vu, mais je sais que certaines équipes le font, que ça marche, donc voilà. C'est adapté. Le truc vraiment à éviter, c'est, alors il y a deux pires trucs à éviter. Le pire du pire, c'est d'avoir, plein de branches qui dépendent d'autres branches et encore d'autres branches, Mmh. genre à la Git Flow, un truc comme ça c'est l'enfer. Heu, Ouais, ça, c'est l'enfer, oui. vraiment, vraiment à éviter. Ça, c'est le pire truc et ensuite le un autre truc à éviter qui est avoir la branche main, principale sur laquelle tout le monde se branche et où il y a pas de branche, donc ça, c'est bon. Mais d'avoir des branches qui durent, 6 mois, 1 an, enfin, tu vois? Ou 3 semaines, 4 semaines, tout, parce qu'après, c'est le bordel pour intégrer le code. Il y a des chances en fait, plus tu inclus de changements dans une PR, plus lors du merge, tu as des chances que, ces changements, aient des conflits, soit effectivement dans le code directement, mais aussi des conflits qui ne sont pas dans le code, mais des conflits dans les fonctionnalités et que ça crée des bugs, tu vois? Mmh C'est mh pour ça mh. qu'on fonctionne en petits lots, parce que plus tu fais des gros lots, plus ça crée une infinité de changements qui peuvent, interagir entre eux, et potentiellement créer des problèmes. Donc c'est pour ça qu'on veut réduire ces lots, toujours dans l'objectif d'avoir un feedback rapide, un cycle court et voilà, c'est Ouais, tout à fait. En plus, le risque de faire des PR trop longues, c'est aussi que soit elle prend, bah, comme tu disais, beaucoup trop de temps à être review, soit la personne va la review rapidement, mais sans vraiment la lire, ce qui arrive quand même, ce qui est très problématique parce que du coup, on perd tout l'intérêt des PR. On a les exactement, contraintes sans les avantages. exactement, ouais. Bah, c'est comme la fameuse, vidéo là du mec qui fait des vidéos sur YouTube, je sais plus qui c'est, c'est un américain, voilà, mais en gros, il met, il y a, c'est un truc qui dure pas 1 minute ou 30, même pas, tu vois? Un dev, junior, qui fait son code, tu vois? Et il dit: «Putain, j'ai aucune idée de ce que je suis en train de regarder là». Tu vois? Quand il écrit son code et cetera, il fait la PR et après, le dev senior, il reçoit la PR, il doit la review et il fait: «J'ai aucune idée de ce que je suis en train de lire». Il a pu valider et voilà quoi. Et en vrai, Et ouais, ça c'est beaucoup de beaucoup de gens font ça en vrai, donc les PR deviennent inutiles dans ces cas-là, effectivement. ouais, c'est ça. Et un autre Heu, point quand même qui est intéressant, c'est que parfois les PR hem, peuvent simplifier aussi la pipeline de déploiement. Dans le sens où il y a beaucoup d'outils maintenant qui utilisent le système de PR pour, popper un environnement isoprod, dans lequel tu vas pouvoir faire potentiellement des tests d'acceptation dessus et cetera. Et ça, c'est vrai que, ça peut être un argument largement suffisant
qui pousse à faire des PR pour que Mmh. les outils derrière puissent popper ça, à condition que tu respectes encore une fois le côté PR courte et tout. Enfin voilà. Alors, Et, parce que c'est plus difficile de le mettre en place. Si tu restes en full main, full trunk, machin, c'est plus difficile de mettre en place ce genre de fonctionnement avec les outils qui n'intègrent pas forcément la possibilité de créer des environnements par un autre trigger qu'une pull request. Donc, mmh, donc c'est rien que vrai. pour ça peut valoir le coup aussi, mine de rien, pour simplifier son processus dans l'idée de jamais, enfin toujours pareil, de ne pas réinventer la roue et d'utiliser les outils qui sont à ta disposition de façon pragmatique et perspicace, quoi. Je suis d'accord avec toi sur ça, ouais. Hem, 2 petites questions plus courtes, puis on rentre dans le marché tech et on va Ouais. clore. Ta stack préférée, c'est-à-dire si tu devais commencer un projet de zéro et que tu avais tout à fait le choix du back, du front et de tout ce qui va avec, tu partirais sur quoi? Bah, ça va dépendre du projet évidemment, du type de projet. Heu, mais en gros, moins j'ai de stack, plus je suis content maintenant. Heu, Pendant un moment, j'étais en train je regardais vraiment un truc où j'avais pas de enfin, j'avais que du back et le front comme de toute façon, de manière générale, je suis biaisé parce que j'ai quand même une appétence back. Le front, ça a tendance à me saouler, dès qu'il faut mettre des blocs HTML, créer des pages, machin, enfin ça me saoule, ça me saoule. C'est pas mon truc. Donc j'essaie d'éviter d'avoir de l'UI au maximum et donc pendant un moment, j'utilisais que comme UI uniquement, bah, par exemple, un Discord, tu vois? Forme de bot Discord en fonction des projets ou ça peut être un chat, enfin, tu vois? Des trucs comme ça en fonction du type de projet. Mais si je dois vraiment avoir une interface, graphique, là, la stack que je suis en train de tester justement, c'est, donc Nest, ça c'est ma stack préférée en Node, Nest.js et avec, HTMX du coup, pour la partie, rendue, sur la vue, enfin pas pour la partie rendue, mais pour la partie vue. Ouais, c'est ce que je suis en train de tester. J'ai pas encore essayé, hein, donc il y a plein de trucs, je pense que je vais galérer, mais je vais tester ça et comme ça je pourrais en faire un retour, voilà. Mais je pense que, en vrai, quand tu maîtrises le projet de A à Z, front et back, Heu, c'est sûrement beaucoup plus simple, que de t'embarquer dans des trucs complexes avec Next.js et tout. Mais après, encore une fois, si tu es habitué à Next.js et que tu es efficace dedans et que tu utilises Next.js, aussi en back-end avec les actions Next et tout, ça peut faire le taf et très bien, tu vois? Fine. Si tu es, si tu es si tu es, si tu es rapide avec ça, bon, bah, très bien, tu vois? C'est encore une fois, ça dépend moi, je sais que j'arrive pas à être rapide avec le front et les outils actuels, parce que ça me gonfle, je perds du temps sur des conneries, et tout, mais parce que c'est pas mon délire premier. Mais voilà, les Je gens qui sont comprends. à l'aise avec ces stacks-là, bah, tant mieux, quoi. Oui, enfin, à peu près tous les outils modernes permettent de faire, un peu tout en fait, hein. Par exemple, pour les Ouais, ouais. frameworks front, React, Angular ou Vue, la syntaxe change, mais ils font tous le taf. Par contre, ce qui compte, c'est le contexte, effectivement. Parce que, par exemple, si tu vas vouloir quelque chose tout en un, tout intégré, bah, tu vas partir plutôt sur Angular, alors que si tu veux plus de souplesse, tu peux aller sur Vue ou React. Mais aussi, comme tu disais, les compétences. Il ne faut pas faire par effet de mode, il faut plutôt. Et c'est ça et surtout, je pense que, tu vois, quand on prend un projet alors évidemment, ça dépend des projets, hein, mais quand on prend un projet, qui est de type, je sais pas, un site e-commerce ou ou un site de médias ou un truc comme ça. Souvent ce qui se passe, c'est que, l'équipe en charge de ce truc-là, heu, il y a une équipe back, une équipe front et dans l'idéal, les 2 communiquent bien en permanence et cetera et le l'équipe back met en place l'API, l'équipe front utilise l'API et en fait, ce que je veux dire, c'est que si les 2 travailler au sein d'un même projet qui justement est à l'ancienne un peu, du vieux web, 1.0, enfin 1.5 on va dire, avec les outils qu'on a aujourd'hui qui permettent de créer comment on appelle ça? Une expérience utilisateur digne d'une single page application, mais qui soit rendue, serveur facilement et tout, et ben, ça enlève le fait de devoir appeler une API, des trucs comme ça pour refaire en fait, on reduplique plein de trucs, on refait plein de logique qui est côté métier, on l'a refait côté front parce qu'on doit appeler une API. Donc du coup, comme les API sont pas, REST niveau 3 machin, il faut refaire la logique métier, il faut voilà et au final, c'est la même équipe, c'est le même truc, mais on se crée de la complexité en plus pour séparer les 2 juste parce que voilà, non mais c'est comme ça qu'on fait maintenant, JavaScript, faut un truc, une SPA côté client, il faut notre back-end, un BFF entre les 2 éventuellement, un truc comme ça, alors que potentiellement, ça pourrait être 1000 fois plus simple et d'ailleurs, je l'ai vu, hein, au Figaro, hein, quand, ils ont refait
ils voulaient refaire la version du Figaro tout en Next.js et tout. C'était une des premières versions de Next.js avec GraphQL, machin, etc. Et en fait, ça a été un enfer. Ça a patiné pendant plus d'un an et ils ont tout refait avec PHP, Twig en Symfony et puis basta. Et donc aujourd'hui, ça pourrait être ça avec en plus dans Twig du HTMX pour que ce soit pour que ce soit interactif côté client et tout, sans avoir à créer du jQuery ou des trucs comme ça. Mais en vrai, je pense que ça pourrait correspondre à 90% des projets qui maîtrisent le front et le back dans la même équipe et qui, voilà, comme j'ai dit sur un commentaire aujourd'hui sur LinkedIn, franchement, des fois, j'ai l'impression quand j'ouvre des projets front, que je vois la quantité de code, la quantité de configuration, des trucs dans tous les sens, et tu as l'impression que c'est un truc pour faire décoller une fusée, et après tu te rends compte que c'est quoi? C'est un pauvre dashboard avec 3 onglets, et puis enfin, c'est quand même un délire, tu vois? Voilà. La couche ouais, de choses à faire côté front, c'est beaucoup complexifié en peu de temps. Ouais. Ouais, ouais. Alors des fois, c'est pertinent, mais faut pas encore une fois, faut pas oublier que que notamment React est né à la base du besoin de Facebook de créer quelque chose de hyper interactif côté client pour visualiser les pubs et tout, avec dans différents formats, dans différents trucs et tout sur le même dashboard, et cetera. Donc là, c'est pertinent d'avoir quelque chose de déclaratif, de productif, comme ça, tu vois, par rapport à jQuery où c'était l'enfer, ou même au Backbone ou autre. Là, ça a du sens, tu vois. Mais pour des sites purement e-commerce ou purement médias et tout, putain, mais c'est vraiment des usines à gaz pour pas grand-chose. Et ensuite, tu dois faire enfin, tu dois faire en sorte de gérer, par exemple, tu peux faire du streaming de ton app à moitié sur certains composants et tout pour que ton app elle soit plus rapide, et cetera. Mais on parle de nanosecondes d'optimisation et en gros, pour quelques millisecondes d'optimisation qui vont te faire gagner 2-3 points en score de speed sur ta page, ça va être 80-90% de complexité en plus. Voilà. Bon, voilà, bon, je suis pas tout à fait de bonne foi, hein, j'en rajoute un peu, mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment, c'est que ça c'est vraiment, je pense qu'aujourd'hui, il y a une complexité accidentelle côté front qui est énorme pour beaucoup de projets. Ça veut pas dire que certains projets, ne bénéficient pas des choses que permettent Next ou Remix notamment, hem, parce que c'est ceux que je connais pas Angular, je connais pas Vue, j'ai jamais utilisé. Mais voilà, enfin, je pense qu'aujourd'hui, on pourrait faire beaucoup plus simple et c'est ce que je vais essayer de démontrer avec Crafty Read. Ça se trouve, je vais ça se trouve, je vais peut-être me prendre un mur, j'en sais rien, on verra, mais en tout cas, a priori, j'ai la sensation que c'est quand même plus simple. Ok, on va suivre ça. Euh, et dernière question avant de passer au marché tech. Est-ce que tu y aurais un projet ou une réalisation, même dans un projet, dont tu serais particulièrement fier? Si tu devais. Ouais, Ouais, franchement, c'est un projet que j'ai fait pendant le confinement, le premier confinement. C'est, une version jouable en ligne de Dixit, le jeu de société. Pour la petite histoire, en fait, on avait déjà, développé ce site dans mon école, en projet de première année, je crois, donc de mon école d'ingé. Et à l'époque, on avait eu pas mal de soucis, quoi, techniques, parce qu'il y avait plein de choses que je connaissais pas, techniquement, justement, qui permettaient de remédier à certaines problématiques de temps réel, machin, bref. Et du coup, j'ai recréé une nouvelle version, en fait, pendant le confinement. L'idée, c'était juste de la créer pour moi et puis pour mes potes, tu vois? Pour qu'on puisse s'amuser, comme ça entre potes et ça marchait bien, c'était cool et je l'ai déployé un peu vraiment en mode vraiment agile ou enfin, par petites étapes où j'ai vraiment d'abord commencé par faire des petites maquettes sur Miro que j'ai montré à des potes. Ils m'ont dit: «Attends là, on comprend pas bien ça et tout», donc j'ai corrigé machin, puis après je l'ai développé et donc j'ai fait ça pendant un mois, pendant le confinement, le premier confinement et ensuite je l'ai mis en ligne et en fait, il y a eu un effet de bouche à oreille de fou fait qu'à un moment, bah, j'avais, 20 000 joueurs, mensuels, dans plus de 150 pays dans le monde. Enfin, toi, c'était un délire, j'ai complètement halluciné et comme j'avais pas du tout, écrit le projet pour qu'il puisse, il pouvait d'un point de vue technique parce que c'était sur Firebase, donc il pouvait supporter autant de personnes, mais j'avais pas prévu de faire du temps réel et tout, donc du coup, c'était du faux temps réel. Il y avait un polling, tu vois? Parce que moi, je me disais: «Je vais juste jouer avec mes potes de temps en temps et c'est tout». Donc que le truc, ça poll toutes les 3 secondes, je m'en fous, c'est pas grave, tu vois? Oui, tu l'avais pas architecturé pour une grosse montée en Voilà, charge. mais du coup, comme, je me retrouvais avec des factures à plus de, je sais c'est plus de 100, attends, je sais plus en vrai. À un moment, au plus haut, je crois que j'étais quasiment à 1 000, à 1 000 € par mois, un truc, enfin, ça me coûtait une blinde.
mais parce que du coup, c'était pas du tout prévu pour. Mais comme je l'avais développé le projet en gardant quand même un découplage avec des méthodes pour découpler le code, etc. Et ben la partie polling, en 2 heures, je l'ai remplacée par une partie temps réel, tu vois, juste en Mmh. branchant un endroit dans le code et j'ai pas eu besoin de bouger partout, etc. Et donc en 2 heures, ça m'a fait économiser 700 ou 800 balles par mois, juste avec 2 heures, un truc, parce que j'avais architecturé le code de façon à ce que ça enfin, ce soit simple même si je l'avais pas fait dans l'objectif potentiel qu'un jour j'ai à modifier, mais comme c'était la façon naturelle dont je développe, et ben, j'ai juste eu à débrancher un truc et brancher un autre, Mmh. plus à développer côté back-end, le fait que ça mette à jour une vue en temps réel dans Firebase pour que le front s'inscrive à ça. Et voilà, il n'y a pas eu de ripple effect partout dans le code. Ouais, Donc là, j'ai fait beaucoup plus rapidement. tu as architecturé ça, oui, un peu comme des briques Lego, quoi, des blocs que tu peux vraiment, Ouais, c'est ça, ouais, déplacer bah, où avec tu veux. l'architecture Mmh. hexagonale notamment, quoi, le pattern port et adapters, enfin voilà, c'était vraiment ça que j'ai fait dans le front et dans le back, et ça m'a permis de switcher rapidement et d'économiser beaucoup d'argent. J'ai Ouais, j'ai j'ai pas regardé, mais j'ai regardé par curiosité, je l'ai sous les yeux, le la console l'économie. Firebase, juste pour voir par curiosité. Alors là, aujourd'hui, du coup, alors je sais pas si oh tiens, il y a des trucs qui ont changé sur Firebase maintenant, tu peux connecter un PostgreSQL. Ah, directement? Ouais, je savais pas. Mais là, tu vois, je suis à 252 utilisateurs actifs par jour en ce moment. Ouais, Ouais, je sais pas d'où ils sortent, hein, mais voilà, et du coup par mois, là en ce moment, il y a 7,3, 7 300, voilà, ça c'est un peu ça plafonne, ça, mais ce qui me rend ouf, c'est de voir que quand je regarde la liste des pays, il y a je sais pas combien de pays, il y a 114 pays différents, et c'est c'est bizarre, énorme, si hein. tu veux, de voir de voir la comment dire? La carte des Mmh. pays avec affiché les pays, dans le monde entier. Un truc que j'ai fait littéralement dans ma chambre de mon studio, quand j'étais, enfin, tu vois, c'est un délire. C'est une belle réalisation, ouais, c'est Ouais, clair. et Ah ouais. et donc le coût, du coup, aujourd'hui, je sais même pas en vrai. Je sais même pas où est-ce qu'on voit ça dans le je sais facturation, et aujourd'hui, je suis à peu près 100 balles par mois, ouais. Ouais, ça va, ça va. Mais il te rapporte rien, il y a pas de pub ou Non, de rien, paiement? c'est un gouffre financier, ce projet. C'est pour le portfolio, quoi et le plaisir. Ouais, et encore, ouais, c'est juste, ouais, pour le fun, quoi. Mais Ouais, maintenant, ouais, les 100 balles par mois, je les vois même pas passer parce que c'est dans les frais pro, tu vois, de ma boîte, donc c'est pas grand-chose, hein. ouais, avec ta SASU. OK. Bah, les quelques questions, marché, de la tech en général. Hem, Par exemple, un sujet où il y a souvent sur LinkedIn, c'est quelle est toi ton opinion sur le télétravail? Bon, je pense le savoir. Moi, je suis plutôt pour aussi, mais quel est ton avis sur la question et en quoi c'est positif ou négatif selon toi? Je pense que c'est pas adapté à tout le monde. Il y a des gens, il y a des gens qui ont besoin de se retrouver dans un espace dédié où il y a tous les gens, qui sont en télétravail et enfin qui sont pas en télétravail, mais qui sont sur place pour pouvoir, voilà, interagir pour des questions sociales, enfin bref, c'est pas adapté à tout le monde. Après, heu Après, l'inverse, c'est vrai aussi. C'est-à-dire que le présentiel en open space, c'est l'enfer pour beaucoup de gens parce que tu es toujours interrompu, il y a beaucoup de bruit, et donc au final, c'est pour ça que je trouve que c'est un petit peu, c'est finalement un petit peu hypocrite de la part des boîtes qui refusent le full télétravail, dans le sens où, quand elle l'accepte pas du tout et que tout le monde doit être en présentiel, et ben, comme il y a un bordel sans nom, que c'est infernal, et cetera, tout le monde se retrouve avec le casque sur les oreilles toute la journée, à communiquer, sur Slack, à communiquer sur Discord, à communiquer sur Google, avec parfois, carrément, des visios qui sont faites alors que tout le monde est, devant son ordi sur place parce qu'il y a pas de salle de réunion disponible et tout. Donc en gros, exactement ce qui se passerait en télétravail, mais du coup, juste dans la boîte, mais pour avoir l'illusion que, voilà, il faut bien justifier le coût des bureaux, hein, des loyers, hein. C'est ça, hein, alors ouais, il y a plein de boîtes aujourd'hui qui auraient même pas besoin de bureau, hein, c'est juste, voilà, et
Et donc, moi, le pire, le plus hypocrite, c'est, je trouve, celle qui propose un télétravail partiel. Parce que du coup, comme personne n'a les mêmes jours et tout, au final, tu arrives sur place, il y a personne qui est en télétravail en même temps et tout, donc du coup, tu te retrouves à être sur place, mais tu es quand même, exactement comme tu serais en remote, parce que les gens, quand toi, tu es au bureau, eux, ils sont en remote, donc du coup, c'est complètement débile, c'est ubuesque, comme situation. Et vraiment, je pense que pour beaucoup de boîtes, c'est juste une façon de contrôler, que tu travailles, machin et tout, parce qu'elles sont trop orientées, exécutants pour les devs et tout, alors qu'en fait, voilà. Et surtout qu'il y a des études, hein, qui sont parues, qui montrent que les gens sont plus productifs en télétravail, qu'ils travaillent moins, ils travaillent mieux et ils sont plus heureux parce qu'ils ont du coup plus de, et donc et après ça se comprend aussi les gens qui disent: «Ouais, mais moi j'ai envie de voir mes collègues, j'ai envie», c'est vrai, mais il y a aussi beaucoup de gens, pour qui une relation avec leurs collègues, qui peut être une relation tout à fait, amicale, cordiale et cetera, par visio ou même par Discord toute la journée et cetera. On peut se marrer, on peut voilà, et du coup se voir une fois de temps en temps quand tous remontent sur Paris, et c'est cool. Et à côté de ça, avoir une vie sociale avec des potes qui sont hors de leur travail et qui voient, avec grâce à leurs activités qu'ils ont maintenant le temps de faire parce qu'ils sont en télétravail et qu'ils n'ont pas 1 heure matin, 1 heure et demie soir, à passer dans les transports ou quoi, et qui peuvent développer une vraie vie sociale en dehors de leur taf. Donc c'est ouais, en fait, la notion même de devoir venir travailler dans un bureau alors que tout le monde est sur son ordinateur, aujourd'hui, ça n'a juste pas de sens. Il y a un vrai modèle à revoir, à mais bon, quand tu pas dans un bureau, quand tu pas dans un truc comme ça, tu peux pas être un petit chef, où on voit bien que tu es le petit chef parce que tu es dans ton bureau à toi, avec ton nom sur la porte, machin et tout, tu vois? Donc du coup, en télétravail, tout le monde est à la même enseigne, bah, tout le monde est sur la même tronche sur Meet, tout le monde a la même tronche sur Slack, tout le monde a donc toi, il y a aussi, je pense, un truc comme ça, un peu de: «Putain, mais je suis chef, mais personne ne le voit là, si je suis pas à mon bureau, dans mon coin, tranquille avec, mon bureau pendant que tous les autres sont dans leur, Je pense enfin, aussi, tu ouais. vois, il y a plein de trucs comme ça, mais je pense que ça va transitionner à mesure que les gens qui ont connu beaucoup le télétravail vont remplacer ces personnes-là et tout, et ça va peut-être finir par transitionner, voilà. Ouais, je pense aussi qu'il y a une question générationnelle, culturelle, Ouais, bien sûr. ça va évoluer. OK, deuxième sujet qu'on parle beaucoup aussi sur LinkedIn, même ailleurs d'ailleurs, l'IA et l'impact qu'elle va avoir sur le marché du dev à venir. Est-ce que tu penses, comme certains, bon, qu'on va tous être remplacés comme Terminator, ou alors que, elle va devenir plutôt un assistant indispensable, ou que ça va être un effet de mode et que ça va disparaître? Bah, écoute, je réfléchis beaucoup sur la question, et je sais pas trop, dans le sens où aujourd'hui, elle va pas nous remplacer, là, tout de suite. Même si ça va très vite, je pense pas que l'année prochaine on puisse être remplacé directement et tout. Cela dit, aujourd'hui, l'intérêt, c'est de l'utiliser vraiment comme un outil. Moi, je l'utilise comme un outil tous les jours, je m'en sers, tous les jours, c'est les 20 € les mieux rentabilisés, par mois, largement. Ça me fait gagner, un temps fou, mais franchement, même si ça coûtait 200 € ou 500 € par mois, je continuerais à l'acheter tellement ça me fait gagner du temps. Et hem donc en l'utilisant comme un outil comme ça, c'est hyper puissant parce qu'il a accès à ton contexte. Comme il a accès à ton contexte, la réponse est personnalisée, et donc tu gagnes un temps fou par rapport à Google ou Stack Overflow ou autre. Moi, je vais plus jamais sur Stack Overflow quasiment, quoi. J'ai plus besoin. Hem, mais ça nécessite de le voir comme un outil et pas comme une réponse absolue, et du coup de savoir comment lui dire: «Attends, tu as pas compris ce que je veux te dire, faut savoir comment lui parler, il faut savoir, comment formater aussi dans ta tête, formaliser ta pensée, ça aide à penser et cetera. Donc en ce sens, je pense que c'est un outil, incroyable et formidable, pour nous aider à développer et tout aujourd'hui, donc ça, c'est top. Heu, Maintenant, dans la vision, est-ce que ça va nous remplacer? Je pense que ça peut remplacer, les devs qui vont être les plus «simples exécutants» entre guillemets, qu'on a aujourd'hui, qui vont se contenter de répondre à une tâche, toute simple, qui n'a pas beaucoup de valeur ajoutée en termes enfin, toi, pour le client, enfin, pour des trucs comme ça, enfin, des trucs très, one Oui. shot, enfin, des trucs comme ça. Après, là où je pense qu'il y a une réflexion plus profonde à avoir, c'est, est-ce que parce qu'on dit: «Ouais, mais regarde, les IA aujourd'hui, c'est pas demain la veille qu'elles vont comprendre, ce dont a besoin le client,
comment écrire du code qui soit pas juste le bordel sans nom qu'elle arrive à recopier d'ailleurs et tout, qui ensuite va être mal compris par les autres devs et tout. Et puis comment tu vas faire en sorte que ton IA elle fasse des tests automatisés qui sont pertinents pour voilà, t'aider, etc. Enfin, toi, tout on se pose comme question, mais parce que là, je pense qu'on réfléchit en tant que IA qui remplace un développeur au sein d'une équipe d'humains, en fait. Mais si on se dit que potentiellement, il n'y a plus aucun développeur humain et qu'il n'y a que des IA, et que en un quart de seconde, en un millionième de seconde, je ne sais pas combien, elle peut corriger un truc direct, etc. Ben, tout ce que nous, on applique aujourd'hui comme outil de feedback rapide pour nous, pauvres humains qui réfléchissons à vitesse humaine, eh ben, ça n'aura plus lieu d'être pour les IA. Parce que même si tu fais un code dégueulasse qui en a rien à foutre, etc., on ne sera plus dans le cas de tu dois écrire un code pour n'importe quel idiot peut écrire un code compréhensible par ordinateur, mais pas pour, mais pour un humain, c'est compliqué. Donc là, s'il n'y a plus d'humain qui lit le code en lui-même deviendra quasiment quelque chose qui, enfin, tu vois, qui n'a pas de, qui n'a plus besoin d'être intelligible par un humain. Et auquel cas, il y aura peut-être des langages de programmation qui seront développés par les IA, qui seront totalement adaptés à l'IA et complètement imbitables pour nous, et qui leur permettra directement, dès qu'il y a un problème ou quoi, de le corriger tout de suite. Et il n'y aura plus de notion de test ou de pipeline ou de machin, parce que ça n'aura plus de sens, parce que chaque problème pourra être réglé instantanément par l'IA. Donc là, à ce moment-là, on sera dans un monde complètement différent dans l'industrie de l'ingénierie logicielle, parce que ce serait complètement différent. Reste encore à voir comment ces IA pourront réellement interpréter les besoins formels qu'on leur donne, et comment arriver, de leur point de vue d'IA, à se dire, OK, certes, le code que je vais faire maintenant, peut-être qu'il n'y a que des IA qui le liront, mais l'outil qui est utilisé derrière, c'est que ça reste des humains qui l'utilisent. Donc, il faut que ça reste pertinent d'un point de vue UX, ça reste pertinent, voilà. Et donc, peut-être qu'on verra des métiers se développer qui seront purement des métiers d'entraîneur d'IA à l'UX humaine et tout, et qu'il n'y aura plus de développeurs dans ces trucs-là. Ouais, je sais pas trop. Honnêtement, je sais pas. Ça va tellement vite que c'est difficile de se mouiller en disant non, non, on sera jamais remplacé. Ça va, on est encore très loin et tout. Bon, moi, je commencerai à m'inquiéter quand les IA arriveront à faire des contrepétries. Parce que pour l'instant, c'est très drôle. J'invite tout le monde à essayer de demander à ChatGPT 4o là, de faire faire une contrepétrie. C'est n'importe quoi. Il Ouais, il comprend y même arrive pas ce pas. que c'est, il comprend pas. Voilà. Donc, bon, bon ça, c'est pour la petite blague, mais voilà. Mais je pense que voilà, il faut plutôt se demander euh, que l'IA, je pense pas qu'elle va remplacer un humain parmi une équipe d'humains tout de suite. Ça va plutôt servir comme un outil, mais qu'il arrivera un moment où peut-être qu'il n'y aura plus du tout d'humains dans une équipe de développeurs, et ce sera que des IA, et là, ça sera autre chose. C'est Mmh, je comprends. à, Bon, à voir. on va voir s'il y a pas de Terminator. Mais oui, oui, c'est vrai que ça Ah, évolue très vite, Terminator, hein. j'y crois pas, honnêtement. Non, toi non plus. Non, parce Et que c'est vrai que ça évolue vite, hein. en fait, enfin, c'est vrai que même eux, ils savent pas exactement comment les modèles de langage arrivent à sortir des réponses qui paraissent cohérentes et paraissent Mmh. même être parce que c'est pas que juste un perroquet, tu vois, dans le sens où ils ont fait un test où ils ont dit, voilà, j'ai à ma disposition des œufs, 2 bouteilles, une planche, machin, comment je pourrais les assembler pour que ça tienne en équilibre, en gros. J'ai vu ça dans un document Arte, je crois, il y a pas longtemps. Et donc, comme c'est censé être juste un perroquet, lui, il détecte les tokens qui sont le plus susceptibles d'être pertinents dans la phrase en question, avec tous ces milliards de composantes de paramètres qui existent. Et à partir de là, il sort la réponse la plus probable, quoi. Et en fait, il se trouve que bah, là, il a donné une réponse qui permet en effet de faire tenir en équilibre les trucs. Donc, alors qu'il n'a jamais vu cet énoncé sur le net avant, tu vois, donc c'est pas juste un perroquet. Et en fait, moi, alors je veux pas, je veux pas tomber dans l'ultra crépidarianisme. Je connais pas bien ce sujet, mais moi, ce que j'imagine comme ça, c'est qu'en fait, il y a tellement des milliards et des milliards de paramètres qui sont rentrés pour chaque token de mots que finalement, pour moi, ça encode un petit peu quelque part, euh, toute proportion gardée, aussi la réflexion humaine tu vois, dans les trucs et tout, comment c'est assemblé. Et donc, c'est comme ça, je pense qu'il arrive à établir une certaine réflexion, rien qu'à travers des probabilités
Mmh. de choses, tu vois? Parce qu'en fait, Ça quand nous, on réfléchit aux actions qu'on fait, nos actions, elles sont définies par, des, je sais pas, quand je suis gamin, je mets la main sur une plaque chauffante, je vois que ça brûle, bah, je le fais plus, tu vois? Donc dans ma tête, la suite probabiliste logique entre main, plaque chauffante et tout, elle est tombée à 0 mmh. parce que du coup, c'est plus le enfin, tu vois? Donc je pense qu'il y a peut-être un mécanisme un peu comme ça, mais encore une fois, j'y connais rien en neurosciences, j'y Ouais, connais une rien en IA. capacité de déduction Et en quelque sorte de ouais, ouais, mais sans que l'IA ait la différence, c'est que l'IA n'a pas conscience qu'elle oui, déduit voilà, ça d'elle-même, tu vois? elle a pas de conscience. Ça reste de la probabilité, mais en fait, si on réfléchit peut-être que philosophiquement, notre cerveau, c'est finalement que du probabiliste aussi, mais qui est intégré, tu vois? Dans le fait que dans chacune de nos actions, on choisit, la phrase, le mot qui est le plus cohérent, consciemment parce qu'on sait que c'est ce qui va de pair derrière, mais qu'en fait, on aurait pu dire n'importe quoi, mais qu'il y a une sorte de contrôle un peu probabiliste aussi qui nous fait dire ça, ça, ça et pas le reste, tu vois? Mais qu'on en a pas conscience tellement c'est intégré, au niveau quantique ou je ne sais quoi, Oui, oui, mais oui, je vois. mais ouais, il y a peut-être de ça, quoi, donc je sais pas, on verra bien et on verra surtout ce que donnera les IA quand, les ordinateurs quantiques, seront prêts parce que c'est là surtout que ça va être, Ouais, le alors je sais par changement. contre, je sais pas si les algorithmes actuels sont adaptés pour des algorithmes quantiques, les algorithmes d'IA, mais je ne doute pas qu'ils trouveront certainement des algorithmes adaptés au Oui, quantique, parce que ça fera un changement d'échelle là dans le ouais, nombre de données et la vitesse, pour les traiter. donc on verra. Moi, je Ah, suis bien honnêtement, je suis bien plus, à court terme, je suis bien plus inquiet pour les dérives de l'IA générative avec les vidéos, les sons, les fake news, mmh, des trucs comme oui, les ça, fake news. que pour ma place de développeur, honnêtement. Mmh. C'est quand je vois Sora, quand je vois les trucs comme ça et tout, c'est ça qui mais c'est vraiment bluffant, hein, mais c'est ça qui me fait plus peur pour l'instant, qu'on arrive vraiment dans un moment où on n'arrive plus à déceler, heu et là, en fait, il y a énormément de boîtes, je pense, qui bossent actuellement sur un algorithme qui permette de vraiment de flaguer n'importe quelle chose qui est générée par l'IA, comme Mmh. étant générée par l'IA, mais d'une façon, indétectable, en fait, pour tu vois, que tu peux même en changeant les métadonnées, même en changeant des filtres sur l'image, même en changeant des trucs, tu vois, que ça soit parce que ça va être le Graal, hein, dès que quelqu'un aura trouvé une solution comme Oui, ça, un certificat mmh. d'authenticité. Je je Mmh. je je sais déjà quand j'étais donc à l'IMAC, le directeur de l'époque s'appelait Vincent Nozick, il était spécialisé dans l'IA et il bossait déjà à l'époque en 2013-2012 sur des systèmes qui permettaient d'authentifier des images qu'elles venaient de l'IA ou pas et tout. Donc je Mmh. ne sais pas où il en est aujourd'hui, s'il a changé de de recherche ou pas, mais voilà, c'était un peu un des pionniers à l'époque, dans ça. On va suivre tout ça et bah, 2 dernières petites questions. Ton avis sur les tests techniques? Il y a beaucoup de gens qui, surtout des développeurs, qui n'apprécient pas le fait, tu sais, les tests, genre, sur des plateformes, avec des questionnaires, des QCM, des tests techniques un peu purement théoriques. Quel est ton avis, toi, sur ce genre de tests? Et pour toi, quelle serait, la meilleure façon de passer des tests techniques? Est-ce que c'est les entretiens? Est-ce que c'est le live coding? Est-ce que c'est les tests actuels? Pour moi, il y a pas Pour moi, il y a pas un seul test technique comme ça d'une heure qui ne peut être rendu caduque, par une simple, discussion, profonde et Mmh. passionnée de 10 minutes, quoi. Vraiment, tu en apprends beaucoup plus, en fait, c'est trop informel, c'est trop impersonnel sur le truc. Tu es pas à l'école, quoi, tu es pas, surtout que le pire dans ces tests techniques, c'est que souvent tu peux pas accéder à ton ordinateur, pas accéder enfin, ça sert à rien, c'est débile, ça n'a aucun sens. Franchement, vaut largement mieux une discussion, informelle au début, juste pour jauger, de la personne, comment elle est et tout. Puis après, si vraiment on veut voir pour la technique, ce qui est toujours intéressant, hein, de faire parler la personne d'un de ses projets, en fait. Simplement faire parler la personne d'un de ses projets parce qu'elle va être passionnée pour en parler, elle va expliquer les problématiques qu'elle a rencontrées, elle va expliquer comment elle s'y est prise. C'est ça qui est intéressant. C'est comment on s'adapte dans un milieu qui est, exploratoire, changeant et c'est ça qui fait quelqu'un, un bon candidat, un bon, voilà. Oui, Parce que si purement techniquement, ça pêche un peu, il connaît pas les derniers trucs, les derniers design patterns, les machins et tout, on s'en fout complet ça. Ça, un coup de ChatGPT ou un coup de machin et c'est bon. Par contre, savoir comment, appréhender un problème, comment le découper, comment réfléchir à des solutions, ça, ChatGPT va pas te le faire tout seul. Ça peut aider, mais à réfléchir, mais voilà et c'est ça qui est important de voir en entretien et tout,
Après, Ouais. faut pas s'étonner que lorsque tu donnes un test, à exécuter, comme ça pour un mec, bah, que tu recrutes que des exécutants derrière, tu vois? C'est logique. Oui, surtout que ça correspond pas toujours à ce que tu fais Bien ensuite dans sûr. la vraie vie, hein, la plupart du Bien temps. sûr. Moi, tu me fais un test technique, avec, de demander de faire des algos d'arbres binaires, de machin et tout, mais Mmh j'ai mh. 0, je me rappelle plus, tu vois? J'ai jamais fait je me rappelle plus de mes cours et en fait, aujourd'hui, j'ai besoin de faire ça. L'important, c'est que je sache, dans quel cas utiliser et en vrai, je sais même pas spécialement aujourd'hui, dans quel cas utiliser un truc plutôt qu'un autre et tout, mais il faudrait juste que je me rafraîchisse la mémoire sur des trucs et si j'ai besoin de l'implémenter, bah, il y aura sûrement une lib qui l'a fait avant moi parce que c'est quelque chose de bas niveau et puis voilà, l'important, c'est de savoir quand l'utiliser, comment l'utiliser et c'est tout. Avoir à réimplémenter un truc, un algorithme comme ça, 99,99 des développeurs, ils le font jamais dans leur quotidien. Donc c'est complètement débile. Surtout que, mis à part dans certaines énormes boîtes qui vont peut-être vouloir les redévelopper pour des questions de performance ou d'un besoin très précis, dans 99 des cas, Non, il y a pas besoin de réinventer exactement. la roue. Donc OK, je suis d'accord avec toi, ouais, sur ça et dernière question, selon toi, comment le marché, il évolue et va évoluer les prochaines années? Est-ce que toi, tu penses qu'il y a bon, de façon globale, je sais pas ce que toi tu ressens, mais il y a une petite baisse du marché en termes de ouais. TJM, de nombre de missions. Est-ce que tu penses que, ça va se poursuivre cette baisse? Est-ce qu'il va y avoir plutôt une stagnation ou alors, un rebond selon toi? Et pourquoi? Franchement, je sais pas trop, je vois effectivement que ça baisse, c'est probablement lié à plein de facteurs, l'inflation, enfin plein de le fait qu'il y ait aussi beaucoup de plus en plus il y a toujours plus de juniors qui arrivent sur le marché parce qu'on leur vend, que c'est le taf, rêvé, qu'ils vont trouver du taf tout de suite, qu'ils vont gagner 5 000 € par mois d'un coup, enfin j'exagère mais à peine. Donc du coup, le marché est inondé de juniors et je dis pas ça de façon péjorative, hein, parce que du coup, ce sont les premiers qui en payent, le prix parce que derrière, ils trouvent pas de taf. Ça tire les TJM un peu vers le bas parce que du coup, beaucoup de juniors forcément pour trouver un taf se vendent, peu cher, hem, voire vraiment peu cher et donc forcément ça tire un peu tout vers le bas. Le problème, c'est qu'il y a probablement beaucoup de dettes techniques qui va s'accumuler encore plus dans les projets. Si tu recrutes des gens qui ont moins d'expérience et qui sont pas, backés un peu par des gens qui ont plus d'expérience, ça va être compliqué et il y a un moment où je pense qu'il va y avoir beaucoup de taf pour justement des devs qui, sont capables de reprendre un peu à legacy et tout et là il y aura des missions à prendre, ouais. Ouais, Mais, c'est ce que tu disais au départ, oui, la formation pour pouvoir, être en capacité de mettre les bonnes pratiques au sein des entreprises, de façon concrète. Mmh. OK et ton prochain si on devait dire quelques objectifs, futurs pour toi, ta prochaine target, c'est le lancement de la V2? Il y a autre chose en actu pour toi, à suivre? d'abord finir mon guidebook là sur, Le Craft book? Series là, et après ouais la V2, bosser la V2 OK à et est-ce fond. qu'il y aurait quelque chose que j'aurais oublié de te demander, que tu aurais aimé, parler, ajouter un dernier mot? Oh là, je vois pas spécialement, Ça va, c'était bien ouais, ouais, exhaustif? c'était OK. bien exhaustif. Eh bah, écoute, je te remercie Pierre pour cette Beh, merci interview, à toi pour heu l'invitation. et j'invite, bah, toutes les personnes qui ont vu cette vidéo, bah, à se rendre sur ton site, Ouais, et sur ton LinkedIn aussi sur pour mon te suivre. LinkedIn, ouais, surtout, ouais, c'est là où je publie le plus de choses, ouais, sur mon LinkedIn, Bah, on va mettre tout ça en lien dans la description de la vidéo et puis on ça va te marche. suivre, ton actualité et OK, top. je te souhaite une, très bonne, fin de journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci, salut.